Bonjour à toutes et à tous et merci à Laure, Noémie et Macarena de nous rejoindre pour cette séance sur l'impact l'évaluation d'impact d'un programme d'enseignement. C'est une première séance qu'on fait sur ce thème. Dans la séance d'introduction et la séance de la semaine dernière, on était plutôt sur une réflexion générale sur les CPS, sur le concept même et ses usages, les finalités de leur enseignement, avec un regard un peu critique sur ces questions-là. Et ce qui va être très intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a des actrices qui sont engagées auprès des enseignants, auprès de l'éducation nationale pour enseigner, former les élèves, former les profs à accompagner les élèves dans le développement de ces CPS. Et j'en profite pour signaler une situation qui est assez compliquée en ce moment. La question des CPS est apparemment pour l'instant un sujet sensible au niveau de l'éducation nationale. Un peu comme l'a été il y a quelques années la question de la pleine attention ou la pleine conscience. On a toujours la crainte de dérives sectaires et le ministère est extrêmement vigilant, parfois au point de mettre des chercheurs dans des situations assez compliquées. Et je voudrais évoquer le cas actuellement de Rebecca Shankland et Thomas Vilmontex, qui ont tous les deux développé des programmes en lien avec l'éducation nationale, appuyés sur la recherche. Dans le cas de Thomas, en plus une adaptation d'un programme qui avait été validé en Amérique du Nord et qui d'un coup se sont retrouvés dans une situation où le ministère a interdit ou en tout cas donné pour consigne aux enseignants de ne plus utiliser ces programmes. Donc il y a eu entre-temps de la concertation, de la discussion, et chacun a essayé de comprendre le point de vue de l'autre. Et la grande crainte du ministère, c'était notamment dans le cas du programme de Thomas, le programme qu'il a adapté comprend un certain nombre d'exercices, de pratiques qui ont été reprises aussi par une personne au village des Pruniers dans un cadre où il est fait référence explicitement au bouddhisme. Donc il n'en a pas fallu plus au ministère pour vraiment mettre fin à ce programme-là. Pour l'instant, il y a eu des explications. On comprend les réticences du ministère. C'est un sujet qui est sensible et on ne voudrait pas que l'éducation nationale se retrouve accusée de dérives sectaires. Mais en attendant, c'est un programme qui au départ était scientifiquement validé, adapté d'un programme contrôlé par une université américaine et qui, au motif que quelqu'un s'était approprié une partie de ce programme pour en faire quelque chose de peut-être un peu plus difficile à justifier, ça empêche les chercheurs qui ont... Il y a déjà eu une thèse entière qui a montré que ce programme avait très bien fonctionné au niveau de la maternelle. Donc voilà, c'est une situation qui peut être un peu compliquée et je le dis en introduction parce que Laure, je pense que c'est aussi des questions auxquelles vous réfléchissez, vous, à Scolavi, pour justement continuer à travailler en concertation et en harmonie avec l'éducation nationale. Le but est vraiment d'accompagner les enseignants et surtout pas que vous passiez du temps à faire des choses qui finalement après se retrouvent plus ou moins censurées en fait. Ouais, tout à fait, on est d'accord. En tout cas, je suis ravie d'accueillir Scolavi aujourd'hui. En plus, on a trois représentantes, Laure, Macarena et Noémie, qui vont nous parler sans doute un peu de l'histoire de Scolavi. Et moi, j'ai vu naître Scolavi parce qu'avec Laure, on se connaît depuis maintenant 12 ans. Et donc, je suis vraiment très, très heureuse de pouvoir vous accueillir toutes les trois dans ce séminaire. Et je te donne la parole tout de suite, Laure. Merci beaucoup Pascal pour cette introduction. Et donc je vais commencer. Donc Noémie, tu vas être du groupe, tu vas pouvoir passer les slides pour moi. En tout cas, on est ravis d'être là et merci de votre accueil pour nous permettre voilà, de nous parler de ce qu'on fait et de notre projet Recherche-Action autour des CPS. Notre propos, il va s'articuler voilà, en six parties, un temps d'introduction finalement dans lequel on est déjà. Un deuxième temps dans lequel on va vous présenter notre projet, Recherche Action CPS. Un troisième temps qui sera rapide, mais on va se permettre de rappeler quand même le cadre théorique et scientifique dans lequel s'inscrit Scolavi. Et ensuite, Macarena nous présentera le protocole d'évaluation du projet recherche ainsi que les premiers résultats. Et puis, comme on en a l'habitude, finir par un temps de clôture, de questions et d'ouverture, voilà, pour la suite. Donc, sans plus tarder, entrons dans notre introduction et nous allons nous présenter avant que vous, eh bien, vous vous présentiez façon, j'ai envie de dire, CPS. Donc, simplement un petit mot pour savoir à qui est-ce que, voilà, qui est-ce qui vous parle aujourd'hui aux côtés de Pascal et de Stéphanie. Donc, moi, je suis Laure, une des cofondatrices de l'association Scolavi,
qui est né en 2019, mais que je vous présenterai en quelques mots après. Je suis ancienne enseignante. J'ai voilà, repris mes études il y a une dizaine d'années pour me former en psychologie en Angleterre. Et je suis membre de l'Observatoire du bien-être à l'école et j'ai été aussi membre d'un comité d'appui thématique avec Santé publique France qui a travaillé sur le sujet des compétences psychosociales. Voilà, donc je vais passer la main à Macarena ou à Noémie et puis on vous présentera Scolavi ensuite. Du coup, je me lance et je te donnerai la main après, Maca. Donc moi, c'est Noémie Doba, donc je suis responsable formation terrain chez Scolavi. Donc concrètement, ça signifie que c'est moi qui mets en place les formations pour Scolavi auprès des établissements, des professionnels de l'éducation, et aussi dans le cadre du coup du projet Recherche Action CPS. Donc j'aurai la joie de vous présenter une petite partie du projet. Et de modérer également le chat. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On y répondra soit pendant cette réunion, soit à la fin lors du temps de questions-réponses. Donc voilà, et je passe la main à Maca. Bonjour, je suis Macarena Tsellum, enseignante-chercheuse en psychologie à Aix-Marseille Université et puis associée à Paris 5 où j'ai commencé toutes ces études autour des compétences émotionnelles et sociales et heureuse d'être responsable d'évaluation de projet RACPS pour Scolavi, qui je connais aussi depuis très très longtemps, pareil avec Pascal, je pense qu'aussi ça fait 10 ans qu'on Mm. s'est connus. Du coup, avec plaisir pour vous présenter comment on évalue et puis ce qu'on a retrouvé dans ces projets. Merci beaucoup. Alors, on y va, on continue. Donc simplement quelques mots sur notre association, qui est donc une association qui est née en 2019 et qui place vraiment les compétences psychosociales au cœur de l'éducation. Parce que selon voilà, un champ de recherche qui date de plus d'une quarantaine d'années, ce sont voilà, des déterminants majeurs sur la réussite, le bien-être et la santé. Donc, on a une approche qui est très scientifique et pédagogique, voire didactique chez Scolavi. Voilà, c'est vraiment les deux jambes sur lesquelles on marche. Et dans le cadre de cette mission de développement des compétences psychosociales au cœur en contexte scolaire, on a trois axes d'action. Le premier, c'est vraiment de faire du plaidoyer auprès du grand public et des institutions sur l'importance du développement des compétences psychosociales. Les compétences psychosociales en France, c'est quand même, même si on en entend de plus en plus parler, c'est quand même quelque chose d'assez innovant et récent, alors que voilà, la littérature justement sur le sujet date de plus d'une quarantaine d'années. Donc, on essaie d'œuvrer avec d'autres acteurs, voilà, pour faire connaître ce sujet, quels sont les enjeux du développement des compétences psychosociales, notamment sur la réussite professionnelle, scolaire, sur la santé, sur le bien-être. Et c'est vrai que là, voilà, les périodes des élections qui arrivent sont pour nous un moment aussi important et clé où on peut faire connaître justement ce sujet auprès des institutions et auprès des politiques. Donc, on organise voilà, des colloques, on a des ouvrages, on publie des cahiers mensuels, plein de choses gratuites que vous pouvez retrouver voilà, sur notre site pour faire du plaidoyer. On a un deuxième axe qui est un axe d'accompagnement et c'est dans cet axe-là qu'a lieu le projet Recherche-Action CPS qu'on vous présente aujourd'hui, qui est de former et d'outiller tous les professionnels de l'éducation qui accompagnent les jeunes sur leur parcours d'apprentissage. Donc nous, on intervient en contexte scolaire de la petite section à la terminale. On accompagne les professionnels pour qu'ils euh, puissent évoluer dans leur pratique, dans leur posture, dans leurs gestes professionnels, via une offre qui a lieu sur le terrain, donc en présentiel, et une offre aussi en ligne. Et donc, on propose voilà, de nombreux parcours de formation en ligne. On en a 28 qui sont librement accessibles sur notre site. Et donc, si ça vous intéresse, pour aller creuser cette question, eh bien, on vous invite à aller voir. Et puis, on a un troisième axe d'action, et c'est vraiment aussi dans ce cadre-là qu'on se retrouve aujourd'hui, c'est le suivi d'impact. Et donc, on a à cœur chez Scolavi de évaluer de façon continue nos outils et interventions, de rendre compte avec vraiment précision et transparence de l'impact des actions qu'on mène.
Et donc, le suivi d'impact, il répond finalement à trois, je dirais, trois raisons. Il y a une dimension vraiment éthique, et ça, peut-être que Macarena, tu vas en reparler, mais c'est de pouvoir aligner notre ambition avec notre action, donc harmoniser nos actions avec nos objectifs et cibler vraiment l'efficacité, c'est-à-dire choisir les actions qui vont être les plus impactantes. Voilà, rapidement pour la dimension éthique, on développera après, et aussi une dimension pratique, bien sûr. On souhaite, grâce à ce suivi d'impact, améliorer de façon continue nos programmes, nos outils et l'ensemble de nos actions. Et évidemment, dans voilà, un cadre que tu as rappelé, Pascal, en introduction, qui est voilà, parfois incertain et discuté, et c'est bien normal parce qu'on est dans un vrai changement de paradigme, eh bien, on a envie de légitimer aussi l'action de l'association et de valider nos approches avec des résultats qui sont tangibles. Et puis enfin, il y a une troisième dimension dans ce suivi d'impact qui est vraiment la dimension recherche, évidemment. Donc, on a envie de participer activement, à la mesure de nos moyens, à la recherche dans le domaine innovant des compétences psychosociales. Voilà pour la présentation des trois axes et puis pour que vous ayez un petit peu une idée de ceux avec qui on travaille, puisqu'on ne travaille pas tout seul, hein. Au contraire, voilà, à plusieurs, on est plus fort et on a notamment d'ailleurs créé un collectif CPS parce on n'accomplit rien tout seul, donc où on collabore avec d'autres structures, d'autres acteurs qui travaillent avec les CPS pour faire bouger les lignes et avoir justement une action plaidoyer qui soit plus efficace. Donc, Pascal disait en introduction qu'on travaillait avec l'éducation nationale. C'est effectivement, on va dire, presque l'essentiel de nos actions. Et on a voilà, aujourd'hui 6 agréments académiques dans les académies donc, de La Réunion, Lille, Limoges, Lyon, Paris et Dijon. À côté de ces 6 agréments académiques, on intervient aussi dans d'autres académies. Donc, voilà, on intervient aussi en partenariat avec les cités éducatives. Ce qui est intéressant pour nous parce que ça nous permet d'élargir et de travailler de concert en cohérence sur le territoire avec des acteurs qui accompagnent le jeune sur leur parcours de vie et d'apprentissage, donc avec les personnels de mairie, les autres personnels des associations notamment. Et puis on a de nombreux voilà, enfin, des partenariats universitaires puisque Scolavi a la chance de pouvoir intervenir voilà, au sein de diplômes universitaires en lien avec les compétences psychosociales et puis des partenariats de recherche que Macarena vous présentera. Donc, voilà les parcours et les webinaires que vous pouvez retrouver. Je vous invite à aller cliquer sur le site et puis de retrouver toutes ces informations-là que vous pouvez partager voilà, aussi autour de vous. Voilà un peu une idée aussi des outils qu'on propose. Alors aujourd'hui, il y en a une soixantaine. Tous ces outils sont basés sur les apports de la littérature, des théories et des recherches qu'on peut trouver sur le sujet. Donc, vous envoyez un là prêt à atteindre votre objectif. Voilà, si un outil pour développer la capacité cognitive, atteindre ses buts, par exemple. On a un outil là qu'on vous propose aussi, c'est sur un jeu des 7 familles des émotions, qui est basé sur la dernière actualisation faite par Santé publique France en 2022. Et puis là, on a plutôt un visuel en lien avec la boussole, enfin, avec la posture du professionnel, puisqu'on sait qu'elle est centrale dans le développement des compétences psychosociales des élèves. Eh bien, tout, voilà, c'est la posture, enfin, pardon, les enseignants notamment ont un rôle modélisant auprès de leurs élèves. Donc, c'est vrai que nous, au cours de notre formation, et notamment de la formation du projet Recherche-Action au CPS, on parle énormément de cette question de la posture et des gestes professionnels, comment voilà, incarner une posture qui soit favorable au développement des CPS des élèves. Et donc tout part de soi, bien sûr. Donc dans nos formations, on parle des CPS des élèves et aussi on propose vraiment des temps d'expérimentation pour permettre aux adultes bien, de mener aussi un apprentissage expérientiel autour de leur propre CPS. Donc, encore une petite vision, voilà, si tant est que on a pas mal dit de choses déjà aujourd'hui. Donc,
peut-être voilà, vous montrer des premiers éléments d'impact qui seront bien sûr bien plus fouillés tout à l'heure grâce à Macarena. Voilà, donc vous voyez un petit peu des chiffres concernant la satisfaction. Une amélioration significative positive des compétences psychosociales des apprenants qui ont suivi nos parcours e-learning. Donc si jamais ça vous intéresse, on pourra aussi vous envoyer ou partager notre rapport d'évaluation et puis quelques données concernant la satisfaction et sur justement euh, la prise de conscience de combien voilà, les CPS sont importants dans les pratiques des professionnels qui agissent au quotidien auprès des jeunes. Euh, donc voilà, ce sont des choses dont on pourra reparler ensuite si vous le voulez. Et donc, voilà, on a parlé un petit peu de nous. Pascal m'a dit hein, voilà, que un des critères de réussite, c'était de vous faire participer. Donc, j'espère que vous allez m'aider voilà, satisfaire ce critère de réussite. Libre à vous, bien sûr, via le chat. Mais si vous voulez prendre la parole, eh bien, c'est bienvenu aussi. Voilà, on voulait vous présenter un outil qu'on utilise souvent, nous, dans nos formations pour nous rencontrer ou pour briser la glace, on pourrait dire, qui est un outil de connaissance de soi, mais connaissance des autres et qui permet aussi de développer de nombreuses autres compétences, notamment pro-sociales, puisqu'il s'agit d'entrer en lien, de coopérer et d'échanger. Et donc, j'avais envie de vous proposer d'abord de répondre à deux questions. Mais la première, ça serait peut-être de réfléchir chacun, voilà, un mot qui évoque les compétences psychosociales, sachant que ça peut être beaucoup de choses, mais histoire de rentrer vraiment dans le vif du sujet et donc de vous emparer du chat si vous le voulez bien. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein, c'est vraiment aujourd'hui, là, maintenant, qu'est-ce que vous auriez envie de dire avec la connaissance que vous en avez? Que sont les compétences psychosociales? Puisque vous savez qu'en pédagogie, quand on travaille avec nos élèves ou les grands étudiants, voilà, on part de la représentation qu'ils en ont. Et donc, ça nous aide à mieux voilà, orienter le propos suivant. Donc, voilà, si vous voulez bien vous partager dans le chat un mot qui évoque pour vous les compétences psychosociales. Donc ça y est, ça s'agite. On a l'empathie, Pascal qui nous dit en ce moment c'est résonance. Et ça, je vous invite à aller voir la vidéo du premier rendez-vous de ton séminaire, Pascal. Donc l'empathie revient en force. Erreur et regret, d'accord. Alors ça, ce serait intéressant de pouvoir vous inviter chacun à exprimer ce que vous mettez dessous. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole si besoin. Quelque chose de liant, effectivement, créer du lien, si j'interprète bien vos propos, Vincent. OK. Donc, on voit bien que là, épanouissement, merci. Donc, on voit bien qu'il y a plusieurs dimensions déjà dans ce qu'on pourrait dire, dans ce qu'on retrouve ici, peut-être des dimensions en lien avec les émotions, des dimensions sociales aussi avec, voilà, notamment l'empathie. On voit l'épanouissement, bah, c'est peut-être justement un des effets qu'on peut mesurer sur le développement des CPS. Merci. Structure, ok. Donc, n'hésitez pas à développer ou prendre la parole si besoin. Oui, Stéphanie, peut-être tu peux prendre la Oui, parole. peut-être. Ça y est, j'ai remis le... J'ai ton volume. Oui. Oui, j'ai noté erreur et regret parce que il y a des recherches en psychologie Oui. qui datent d'une dizaine d'années et en neurosciences aussi, qui ont montré que l'erreur, alors ça on le savait, était importante pour l'apprentissage, on le sait depuis longtemps, mais que éprouver du regret quand on a commis une erreur ou quand on a pris une décision qui n'est pas la bonne décision ou celle qui apporte le moins de bénéfices, ça fonctionne pour l'apprentissage, et bien, Mm. c'est une façon de plus le regret et une situation qui consiste à observer, enfin dans le regret, on observe plus les différentes situations possibles, les choix possibles qu'on a fait et qu'on n'a pas fait. Et du coup, c'est un examen de ces situations possibles et ça a un impact positif sur l'apprentissage. Donc, on apprend en éprouvant du regret, on apprend et on améliore ses décisions par la suite. Pourquoi j'ai noté ça? Ok, ouais, c'est plus clair en effet. Merci beaucoup. Merci pour cet éclairage. Super intéressant parce on n'a jamais vu que dans les CPS, le fait d'apprendre de ses erreurs, si, mais c'est pas forcément formulé comme ça. Ouais.
On n'a jamais vu cette capacité à avoir des regrets. C'est aussi une CPS qui est encore un trou dans la raquette. Exactement, ouais. Ben merci, ça donne envie d'aller voir plus loin. Donc, si jamais il y a des idées de partage dans le chat en lien avec ce que tu viens de partager, je serais ravie d'aller approfondir cette question. Voilà, on demande les références. Donc, si jamais. Stéphanie aussi, si tu veux développer un peu ce que tu entends par structure. Oui, je peux. Désolée, je suis sur mon téléphone, je bouge un peu, donc si ça, j'ai pas un très beau wifi. Mais non, je m'intéresse beaucoup à comment on fait au niveau de l'école ou au niveau de la structure. Hein. Ça peut être aussi une entreprise, hein, mais comment on met en place l'enseignement ou l'apprentissage de ces CPS et quels sont les effets sur le groupe, en fait, Mm, et pas uniquement sur un individu. Voilà. ok. Ouais, merci beaucoup. Alors, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Effectivement, hein, les CPS n'ont pas de frontières et dépassent évidemment le cadre de l'école et concernent bah voilà, tout le monde, et notamment les entreprises comme en parliez. Et puis, on va effectivement faire un petit regard, mais très rapide, sur les bénéfices, sur l'individu aussi, le groupe et plus largement peut-être voilà, la société, puisque c'est sur ces trois dimensions aussi, on sait qu'il faut agir de manière systémique voilà, et globale pour que ce soit efficace. OK. J'avais envie de vous poser une autre question, mais peut-être là, c'est une invitation à la réflexion, simplement pour vous montrer que derrière chacun de ces items de ce questionnaire de Proust, qui est un questionnaire que l'écrivain français, que vous connaissez, j'imagine tous, a rendu célèbre en y répondant lui-même. Nous, on l'a revisité façon CPS. Mais derrière chacun de ces items, il y a un lien vers une étude et vers une recherche. Et donc, voilà, c'était peut-être de vous inviter à réfléchir sur une de vos belles réussites. C'est l'item numéro 8 parce que, voilà, selon le psychologue canadien, eh bien, réfléchir à ces expériences dites de maîtrise est un levier efficace pour renforcer son sentiment d'efficacité personnelle. Donc, je ne peux que vous inviter dans vos pratiques individuelles et collectives à réfléchir à quelles sont vos réussites et qu'est-ce qui vous a permis de réussir justement, voilà, quelles sont les forces, les compétences qui ont été en jeu, quelles sont les émotions qu'elles ont pu générer. Et donc, tous ces rituels autour des réussites permettent, en tout cas en contexte scolaire aussi, de renforcer ce sentiment d'efficacité personnelle et collectif. Donc, on propose beaucoup d'activités autour des réussites bah, pour réorienter aussi notre attention sur ce qui fonctionne et sur les réussites, puisqu'on sait qu'elles sont vraiment un levier efficace, selon la théorie de l'auto-efficacité, voilà, de Bandura, pour nourrir ce sentiment d'efficacité qui est très fluctuant et qui se construit et qui se déconstruit au gré des expériences vécues. Voilà, donc une invitation à y réfléchir à vos réussites individuelles et collectives. Et donc, on va continuer, puisque je pourrais être trop bavarde, et on va eh bien, vous présenter. Voilà, vous êtes un petit peu présenté façon CPS. En tout cas, on s'est un petit peu rencontrés et on va reprendre voilà, vos partages en lien avec ce que sont les CPS dans la partie suivante. Mais d'abord, on vous présente le projet avec Noémie qui commence. Oui, merci Laure du coup pour cette belle introduction. Donc l'idée dans cette deuxième partie, c'est de vous présenter le projet Recherche Action CPS qu'on a construit, de vous présenter également ensuite avec Laure les contenus des formations qui sont dispensées et ensuite Macarena de vous présenter du coup le protocole d'évaluation de manière un petit peu plus détaillée. Donc le projet Recherche Action CPS, c'est vraiment une combinaison en fait entre la recherche et le terrain dans le sens où en fait des professionnels de l'éducation vont pouvoir bénéficier de formations du coup Scolavi. Donc on va aller dans les écoles pour former pendant 2 ans les professionnels de l'éducation. Et en fait ces professionnels, donc ces mêmes professionnels-là, vont pouvoir participer à un protocole d'évaluation dont Maca va bien vous parler bien en détail tout à l'heure. Et l'idée du coup c'est de pouvoir à la fois être sur le terrain et former des professionnels et à la fois récolter des données concrètes du terrain pour faire avancer la recherche dans le champ du coup des CPS. Et le gros objectif de tout ce projet-là, c'est de pouvoir évaluer en fait à terme l'impact des CPS à la fois sur les professionnels qui vont bénéficier de ces formations-là et sur certains de leurs élèves, donc ils vont pouvoir en fait par le biais de la formation de leurs enseignants ou des professionnels qui sont associés à ces élèves-là, ils vont pouvoir également développer leur CPS-là et du coup ce sont également des données qu'on va pouvoir récolter.
Et donc à terme, l'idée donc c'est de pouvoir encore une fois évaluer l'impact des CPS et de voir à quel point ça impacte également tout ce qui va être lié au monde scolaire, donc que ce soit le bien-être scolaire, le climat de classe, les inégalités, la réussite académique, voilà et toutes ces choses-là. Donc ce projet-là, il a vraiment pour vocation de participer à la recherche dans ce champ-là et de pouvoir amener de nouvelles données du terrain pour faire avancer la recherche, pour faire avancer le champ académique, pour mieux comprendre les mécanismes qui sont en jeu et qui sont liés au CPS dans le monde scolaire. Et c'est un projet du coup qui, voilà, il y a des partenaires dans ce projet-là, donc des partenaires à la fois financiers, des partenaires opérationnels et des partenaires de recherche. Et notre bonne collaboration à tous permet en fait de mettre en place ce projet-là et d'aller récolter des nouvelles données pour participer à ce champ de recherche-là. Donc, pour vous en dire un petit peu plus sur la façon dont tout ça est organisé, donc il y a plusieurs établissements qui ont été choisis, qui ont été volontaires et qui ont été choisis, parce que c'est important d'être volontaire dans ce genre de projet-là, et qui ont été répartis dans deux cohortes différentes. Donc il y a une première cohorte qui va pouvoir bénéficier de formations et qui va participer au protocole d'évaluation entre 2024 et 2027. Et une deuxième cohorte, donc un deuxième gros groupe d'établissements qui va pouvoir bénéficier des formations et participer au protocole d'évaluation entre 2025 et 2028. Chose importante qu'il faut savoir, c'est que dans chaque cohorte, on a des groupes, donc un groupe test et un groupe contrôle qui vont être un petit peu mis en comparaison pour pouvoir justement récolter des données efficaces. Mais encore une fois, Maca vous en parlera beaucoup mieux que moi dans pas très longtemps. Pour que ce soit un petit peu plus visuellement compréhensible, donc par exemple, si on prend le groupe pilote, donc qui bénéficie des formations entre 2024 et 2027, donc on va avoir le groupe test et le groupe contrôle. Donc aujourd'hui, le groupe test de cette cohorte pilote, elle représente 15 groupes participants. Donc quand on parle de groupe, on parle d'établissements. Donc il y a 15 établissements qui font partie de ce groupe test et qui représentent aujourd'hui environ 230 professionnels. Et du coup, ce groupe test va pouvoir bénéficier de formations. Donc, enfin, ils ont bénéficié de formations à partir de l'année scolaire 2024-2025. Et comme nos formations sont sur 2 ans dans le cadre de ce projet-là, ils ont fini en fait leur deuxième année de formation sur l'année scolaire 2025-2026. Donc, ils ont commencé l'année dernière, ils ont fini cette année-là. Et du coup, le groupe contrôle, ça représente 11 établissements participants. Donc, il y a 11 groupes d'établissements qui sont dans le groupe contrôle et ça représente environ 140 professionnels. Et pour le coup, ce groupe contrôle a commencé ses formations cette année, donc à la rentrée scolaire 2025-2026, et va finir ses formations en 2026-2027, sachant que ce soit le groupe test ou le groupe pilote, ils ont tous les deux commencé, enfin tous les établissements de ces groupes-là ont commencé le protocole d'évaluation l'année dernière, donc en 2024-2025. Donc, c'est-à-dire qu'ensuite, dans l'organisation du projet, le but, c'est de mettre un petit peu en comparaison le groupe test et le groupe contrôle pour savoir à quel point est-ce que les formations CPS ont été bénéfiques ou impacté positivement les professionnels qui ont participé à ces formations-là et les élèves qu'ils ont pu accompagner ensuite dans leur quotidien. Donc ensuite pour la cohorte, donc la deuxième cohorte, donc la cohorte qu'on nomme RCT, c'est exactement la même organisation. Donc il y a le groupe test et le groupe contrôle. Pour cette cohorte-là, on a eu plus d'établissements qui ont participé et qui ont été mis dans les groupes, ce qui représente beaucoup plus de professionnels. Mais l'organisation est la même, c'est-à-dire que le groupe test et le groupe contrôle ont commencé le protocole d'évaluation cette année. Le groupe test a bénéficié dès cette année des formations de Scolavi et le groupe contrôle bénéficiera des formations à partir de l'année prochaine. Et l'idée, encore une fois, c'est de pouvoir comparer les deux groupes et de pouvoir tirer des données et de savoir si les formations CPS, encore une fois, ont eu un impact particulier sur les professionnels, sur leurs pratiques, sur leurs gestes, sur le bien-être qu'ils ont, sur le climat scolaire, sur la réussite de leurs élèves et également d'avoir des données concrètes sur les élèves qu'ils ont accompagnés au quotidien. J'espère que c'est clair parce que c'est une organisation qui peut, voilà, qui est assez particulière. Et du coup, pour vous en dire juste un petit peu plus sur les participants, donc nous, chez Scolavi, on s'adresse vraiment à tous les professionnels de l'éducation, que ce soit du premier ou du second degré. Donc, dans ce projet-là, on va avoir des professionnels de l'éducation qui enseignent ou qui sont, enfin, qui travaillent avec, par exemple, des maternelles aussi bien qu'avec des grands qui sont au lycée. Donc,
tous les professionnels sont concernés, donc ça va être à la fois des enseignants, comme des chefs d'établissement, comme des CPE, des AED, des AESH. Ce sont vraiment toutes les personnes qui gravitent et qui sont des acteurs clés du monde scolaire qui peuvent bénéficier de ces formations-là. Donc, ce projet-là, il est présent dans 18 académies au total. Donc, c'est-à-dire qu'on a vraiment des établissements qui sont un petit peu éparpillés partout dans la France, pardon, et qui sont répartis dans 18 académies. Donc, voilà, on intervient finalement dans ce projet-là un petit peu partout. Donc, c'est vraiment super. Et dans le cadre de ce projet-là, on s'est orienté vers des établissements qui étaient, voilà, qui avaient des caractères spécifiques ou qui étaient dans des zones prioritaires. Donc, ça va être des établissements qui sont en REP+, en TER, en QPV ou qui ont un IPS en dessous de 100. Et ça représente Pour les aujourd'hui gens plus qui de... ne sont pas familiers des acronymes, est-ce que tu Oui, peux pardon. préciser les acronymes Oui, tout à fait. Donc, ça va être les réseaux d'éducation prioritaire ou les réseaux d'éducation prioritaire plus. Les territoires TER, ce sont les territoires des établissements. Non, enfin, c'est un petit peu la même chose que les REP, mais ce sont dans d'autres zones, enfin, rurales et territoriales, il me semble. Et l'IPS, alors l'IPS, c'est un indicateur, c'est l'indicateur de position sociale, et en fait, c'est un indicateur, donc ça va de 45 à 185, il me semble. Et plus l'IPS est élevé, plus ça signifie que les élèves ont des conditions familiales qui leur permettent d'avoir un apprentissage plus efficace que voilà, ceux qui ont un indicateur plus faible. J'espère que c'était un petit peu plus clair. Ouais, alors si tu veux... Oui, QPV, quartier prioritaire de la Oui, ville. tout à fait. C'est Euh, c'est assez jargonneux quand même, donc on oublie qu'on est, voilà, c'est J'étais en ça. train de noter. on fait les choses. Il y a une question pour toi, Macarena, mais peut-être que Pascal, j'ai bien vu la question, on la laisse pour quand Macarena prendra la parole, mais en tout cas. Voilà, donc juste pour finir, la dernière petite info, c'est que du coup, dans ce projet-là, il y a 1000 professionnels qui sont concernés, donc ça fait quand même un beau chiffre. Et du coup, ça fait plus de 1000 professionnels qui, à la fois, bénéficieront des formations donc pour développer leur CPS, pour avoir des outils et des activités pour permettre de développer les CPS de leurs élèves. Et ce sont aussi donc plus de 1000 professionnels qui pourront, s'ils le souhaitent, participer au protocole d'évaluation et ils nous permettent de récolter plein de données qui nous seront utiles pour la recherche dans ce champ-là. Donc voilà pour ça et du coup je vais laisser la parole maintenant à Laure qui va vous en dire un petit peu plus sur le contenu des formations notamment avec ton micro. Alors, je vais tâcher d'être rapide parce que je pense qu'on attend tous l'intervention de Macarena. Mais c'est important quand même de replacer le cadre de ce projet recherche-action, voilà, ne serait-ce que voilà, dans l'association et son mode de fonctionnement et quelques éléments du contenu pour que vous puissiez peut-être mieux appréhender ce que va vous présenter Macarena après. Donc, je pense que l'objectif principal, on l'a tous compris. Le parcours de formation, donc comme l'a dit voilà, Noémie, il s'étale sur 2 ans. Et donc concrètement, ça prend la forme de 2 journées de formation en présentiel. Donc c'est 2 fois 6 heures, plus une visio qui a lieu après cette deuxième journée de formation, et cette visio a lieu pendant 1 heure et demie. Et l'idée, l'objectif principal de cette visio, c'est de faire du partage, de l'analyse de pratique, de renforcer le sentiment d'efficacité personnelle et collectif et de continuer à maintenir cet engagement au cours voilà, de cette formation. Et la deuxième année, eh bien, on n'a plus qu'une journée de formation en présentiel et une dernière visio. Donc, on est à 15 heures de formation, voilà, si je ne me trompe pas, sur ce projet. Alors, bon, on a des objectifs spécifiques et là qui répondent vraiment en fait aux axes qui sont préconisés sur le transfert de connaissances des CPS, qui est à la fois de faire connaître les CPS, mais aussi de faire connaître eh bien, les critères d'efficacité des interventions CPS, et puis de pouvoir permettre aussi, bien sûr, un apprentissage qui soit expérientiel, actif, positif. On en reparlera peut-être un petit peu après, mais bon, voilà les objectifs spécifiques de cette formation qu'on est en train d'évaluer en ce moment. Donc, s'approprier bien sûr les fondements théoriques et scientifiques des compétences psychosociales, découvrir les 3 dimensions des compétences psychosociales avec vraiment des activités, des outils, des expériences, des réflexions, des mises en situation qui permettent de les expérimenter.
et pour pouvoir les intégrer dans le quotidien du professionnel, dans sa posture, dans ses gestes professionnels, mais aussi dans les rituels qu'il va proposer au quotidien et aussi à l'occasion, bien sûr, de sa discipline. Donc, on parle d'intégration dans les disciplines ou d'apprentissage dit intégré, contrairement à l'apprentissage décroché où là, l'enseignant va pouvoir mettre en place des activités et bien qui sont complètement dédiées au développement des compétences psychosociales, par exemple une séquence sur des activités autour de l'écoute, par exemple. L'idée à chaque fois, voilà, c'est pendant cette formation, c'est de faire le lien entre le propos, le développement des CPS et comment ça renvoie à sa posture et à ses gestes professionnels. Et bien sûr, je pense que voilà, c'est de renforcer cette dynamique collective pour développer des projets durables autour des CPS et notamment après la formation, puisque l'idée, voilà, c'est que on sait, hein, c'est un des critères d'efficacité, c'est que le développement des CPS doit s'inscrire dans la durée, que c'est un processus qui est exigeant, qui est responsabilisant. Et donc, l'idée, bien sûr, c'est que les expériences et la dynamique va bien au-delà de ce projet qui dure 2 ans. Donc simplement, voilà, pour que vous ayez un petit peu quelques idées, mais bon, si jamais ça vous intéresse, on pourra en reparler dans les questions après. Mais l'idée, c'est vraiment de créer une culture professionnelle commune, et c'est ce que nous permettent, ben voilà, la sortie de grands référentiels sur lesquels nous on s'appuie, notamment édités par Santé publique France en 2022 et actualisés en 2025 et récemment en février 2026. C'est vraiment de créer cette culture professionnelle commune. C'est vraiment de mettre au jour l'importance de travailler sur sa posture et ses gestes professionnels, euh, parce que c'est vraiment central et je l'ai dit et redit. Donc c'est vrai qu'on va surtout, la destination finale, c'est de développer les CPS des élèves, mais on sait que ça va de pair avec les CPS des professionnels qui ont vraiment un rôle modélisant. Donc l'idée, voilà, c'est vraiment d'être avec une posture humble et authentique. Voilà, c'est de réfléchir à sa propre posture et de voir comment est-ce qu'elle peut être impactante. Et c'est de conscientiser aussi déjà tout le déjà là et de travailler avec les professionnels sur comment être encore plus efficace, voilà, dans son quotidien. Donc, c'est d'installer aussi une sécurité psychologique, c'est bien sûr de respecter le principe de laïcité, puisqu'on intervient dans le cadre de l'éducation nationale. Donc là, on veille vraiment à une stricte neutralité de nos interventions, avec bien sûr des principes éthiques, non le, voilà, que vous pourrez retrouver ici, une pédagogie dont on sait qu'elle doit être active, positive et expérientielle. On pourra revenir si jamais vous avez besoin d'éclairage là-dessus. Pendant ces formations, voilà, on prend le temps vraiment de partager, de se mettre en situation et d'analyser des pratiques à l'aide notamment de grilles d'autopositionnement ou de journal réflexif, puisqu'on sait que la réflexivité est vraiment des composantes d'une posture favorable au développement des CPS. Où est-ce que j'en suis moi dans le développement de mes propres CPS et comment est-ce que ça peut impacter voilà, ce que je mets en place dans ma classe. Et bien sûr, des temps de consolidation, puisqu'on sait que pour voilà, un des piliers d'un apprentissage réussi, si je prends les recherches enfin, de Stanislas Dehaene, qui est aussi président du Conseil scientifique de l'éducation nationale, voilà, un des piliers d'un apprentissage réussi, ça passe par la consolidation. Et la consolidation passe par la répétition. Donc c'est vraiment un apprentissage qui est spiralaire aussi pendant ces 2 années, où on va consolider en répétant, en expérimentant de manière différente. Et puis, comme on sait aussi que l'attention est très fluctuante, et peut-être que là déjà, votre attention est en train de partir ailleurs. Donc, on propose souvent des pauses. Voilà, des pauses pour remobiliser nos capacités attentionnelles et pour la maintenir dans le temps. Donc, eh bien, je crois que juste après, dans quelques temps, vous allez avoir droit à une pause si vous êtes d'accord pour expérimenter cela. Et donc voilà quelques chercheurs qu'on vous a mis à droite, mais on se base bien sûr sur les méta-analyses aussi, et notamment celles de Durlag, de Cipriano, les méta-analyses récentes dans lesquelles on s'inscrit, et aussi voilà, des chercheurs qui interviennent sur des points plus spécifiques, Deci et Ryan pour la théorie de l'autodétermination et la motivation, Damien Tessier, voilà, Peterson et Seligman sur notamment la psychologie positive et tout ce qui concerne la connaissance de soi et la capacité d'auto-évaluation positive avec le travail sur les forces. Moira Mikoladjak sur le développement des compétences émotionnelles, donc chercheuse belge à l'Université de Louvain. Bandura, on l'a cité, Fredrickson, Dweck, etc., pour en citer que quelques-uns.
Donc, rapidement, avant de vous présenter cette pause, eh bien, voilà le programme de la journée. Je vais vraiment être rapide, mais l'idée, c'est vraiment de première année, donc vous voyez les 2 premières journées. L'idée, hein, c'est vraiment de construire le groupe, accroître ses connaissances sur les CPS et expérimenter des activités CPS pour mieux réfléchir ensuite au transfert. Donc, vous voyez que cette journée 1, elle pose vraiment le cadre et elle permet de construire vraiment le groupe et de décrypter les référentiels sur lesquels nous, on s'appuie, qui sont les référentiels, bien sûr, issus de l'OMS, mais qui ont été voilà, rassemblés dans le cadre du référentiel de Santé publique France, qui est sorti en 2022 et enrichi en 2024 et 2025. Et on fait la première journée. Une exploration des compétences cognitives et notamment un travail sur la conscience de soi à travers les forces, qui est un concept central voilà, en psychologie positive. Un petit Pascal, détail, une question. oui, Laure, je voulais savoir, les 2 journées, la première et la deuxième, elles sont séparées, elles sont consécutives ou elles sont séparées dans Elles l'après? sont séparées. Bonne question, merci. On n'a pas précisé. Elles sont, alors, tu me dis, tu confirmes Noémie, mais je crois qu'on a dit entre 4 et 8 semaines. Ou Entre la journée 1 et la journée 2, on a un délai de 6 à 8 semaines. 6 à 8 semaines. Ouais, Voilà. entre la journée 1 et la visio, c'est plutôt 4 à 6 semaines. OK. Entre la journée 2 et la visio, tu veux dire. Oui. Oui, pardon. Oui. Ok, très bien. L'idée, c'est justement là, que ce soit des formations dites perlées pour permettre voilà, aussi la digestion, l'intégration de tous les apports et les contenus et les premières expérimentations puisque ensuite, à chaque journée, on prend le temps. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé, quoi de neuf depuis la dernière fois? Et on les accompagne pour eh bien aussi mesurer justement l'évolution de leur pratique, de leur perception de leur pratique, de leurs difficultés, de leur réussite, pour continuer de les engager tout au long de ce parcours. Et donc, voilà, la journée 2, ça commence par ça, justement. Ensuite, une exploration des compétences émotionnelles et sociales, un temps de consolidation, puisqu'on sait que c'est une condition d'un apprentissage réussi et une visio qui a finalement à chaque fois un petit peu le même objectif de consolider, de renforcer voilà, le sentiment d'efficacité personnelle et collectif et se mettre en projet puisqu'on leur demande pour l'année 2 et notamment la journée 3 de présenter un livrable. Donc ça c'est un terme peut-être très éducation nationale, mais donc c'est pour permettre de leur nourrir leur posture et leur réflexivité par rapport à leur pratique et leur posture et de leur demander en fait de se mettre en situation d'animer en journée 3 une partie de ce qu'ils ont mis en place dans leur classe ou au sein de leur équipe ou avec des parents ou pour eux-mêmes. Voilà, donc vous voyez que cette troisième journée, elle est vraiment très expérientielle. Et là, vraiment, on répond, on essaie de tenir compte vraiment des critères d'efficacité tels qu'ils ont été redéfinis dans les référentiels de Santé publique France, et notamment, voilà, d'avoir une pédagogie qui soit vraiment expérientielle. Et ça passe notamment par de nombreux jeux de rôle et de mise en situation concrètes qui sont proposés et voir comment est-ce qu'elles sont autant d'occasions de développer les compétences psychosociales. Alors, il y a juste une question du coup qui a été posée dans le chat à laquelle on peut peut-être répondre maintenant. C'est à quel moment de l'année scolaire cela intervient pour les professionnels de l'éducation? Donc, les formations, en fait, elles sont vraiment mises en place avec les établissements. On sait que les professionnels de l'éducation et l'agenda des établissements est toujours très compliqué et contraint par tout ce qui se passe dans l'année. Donc, on va pas avoir de moment privilégié. C'est vraiment en concertation avec l'établissement et du coup en concertation avec le temps libre qu'ont les professionnels pour se former. Donc, voilà, j'espère que ça répond à la question. On essaie d'être très agile et très souple, voilà, parce que le contexte est complexe et on sait que voilà, mettre une formation en place de 3 jours, c'est quand même assez conséquent. Et donc, ça fait partie des formations dites longues dans le cadre de l'éducation nationale. Donc c'est vrai on essaie vraiment de tenir compte des réalités du terrain et des possibilités et des contraintes. Ok, alors voyez, la pause, elle a été annoncée, c'était un petit teasing. Et donc voilà, on va en faire une, c'est assez simple, vous allez voir, mais en fait, ce qui est assez simple marche plutôt bien et il faut que ce soit simple pour qu'on puisse tous s'en emparer dans notre quotidien. Donc on sait que, eh bien, on apprend aussi avec le corps et qu'on se réénergise aussi voilà, avec le corps, donc tête, cœur, corps, hein.
Et donc, je voyais Pascal tout à l'heure qui avait besoin de bouger. Eh bien, Pascal, je vais te proposer de répondre à ton besoin. Et on va jouer un peu, si vous le voulez bien. Est-ce que, Pascal, tu peux nous montrer un geste qu'on voit tous derrière notre écran et que, voilà, on va... Que vous allez... Mais en fait, je vais tirer surtout tout à Ok, l'heure. Je sais pas si vous super. voyez tout, mais Si, on voit que vais tu tirer. t'étires. Ok. Est-ce que Noémie ou Stéphanie, vous pourriez nous en montrer un autre? Donc, on a Pascal qui s'étire. On a Noémie qui met les mains derrière, voilà, et qui bouge les bras. OK. Et ben moi, je vais en ajouter un troisième, c'est que je vais me lever et que je vais faire le tour de ma chaise, là, en On va roulant faire le les tour du canapé. épaules. Moi, justement, je voulais me lever. Très bien. Voilà. Et donc, je vous propose en fait de associer ces trois mouvements. Et c'est ce que nous, on appelle la chorégraphie des mouvements. Donc, c'est de lever les bras. Donc, je pense qu'on a Stéphanie et Pascal qui font la même chose, mais on n'y voit plus. Voilà, on Moi, on lève est derrière le les bras. canapé, en fait. Voilà, on s'écarte comme on a fait avec Noémie. Et enfin, on prend quelques temps pour marcher, faire le tour de sa chaise en roulant des épaules. Voilà. Donc, normalement, on l'espère, si vous le faites eh bien, chez vous ou derrière votre écran, que vous êtes peut-être un petit peu réénergisé et de quoi peut-être continuer à être engagé pour être pleinement disponible à l'apprentissage qui suit. Voilà, j'espère que ça vous avez fait du bien. Ouais, je pense on va adopter ça pour les séminaires en général parce que je trouve toujours que 2 heures assis, c'est un peu long. Oui, absolument, on est d'accord. Et en fait, c'est ce que nous disent souvent les enseignants à la fin des journées, c'est qu'on leur propose énormément de pauses corporelles, actives, cérébrales, coopératives, dont l'objectif principal est de développer sa capacité d'attention ou à soi ou à l'environnement, etc. Et c'est souvent, ça fait partie de ce qu'ils retiennent en fin de journée. Mais en fait, oui, c'est difficile de rester assis sur sa chaise pendant toute une journée. Donc voilà, c'est souvent ce avec quoi ils repartent aussi. Donc quand on parle de pédagogie active, ça passe aussi notamment par ça. Alors, si voilà, vous êtes réénergisé, remobilisé, si vous voulez bien. Alors, je ne sais pas, Macarena, où est-ce que au niveau du timing, ça va aller ou on y va? Peut-être directement pour toi? Ouais. Parce qu'on voulait vous présenter, Pascal, tu vas peut-être voilà, nous dire ce que tu en penses, mais simplement rappeler le cadre théorique et scientifique dans lequel on se situait. Mais je vais essayer d'aller très vite, enfin rapidement, mais tant mieux, ça va consolider un petit peu peut-être voilà, les connaissances que certains ou certaines en ont, et ça permet d'illustrer, alors en mode rapide, accéléré, le cadre qu'on pose lors de notre première demi-journée de formation, donc là, lors de la matinée de la J1, la journée 1 de notre formation, et on utilise un outil pédagogique, nous, qu'on aime beaucoup, qui est le CQQ, c'est occupé donc qui est une méthode de questionnement ou d'analyse d'une situation ou d'un problème ou d'un projet en se posant plusieurs questions. Et nous, l'objectif à l'issue de la journée 1 de la formation RACPS, c'est que nos apprenants puissent répondre à ces questions concernant les CPS. C'est quoi, c'est qui, combien il y en a, quand, pourquoi est-ce que c'est important et comment les grands principes du développement des CPS en contexte scolaire, en tout cas, bien sûr en s'appuyant sur les référentiels théorique, scientifique qu'on rappelle à cette occasion. Donc, si vous voulez bien, et après vraiment, Macarena, tu auras toute la place, eh bien, on rappelle rapidement ces petites questions. Donc, c'est quoi les CPS? Ben, vous y avez un petit peu répondu tout à l'heure quand dans le questionnaire de Proust, je vous ai posé la question, un mot qui évoque les CPS. Certains ont parlé d'empathie, d'autres choses, mais c'est voilà, une activité qui nous permet, nous, souvent, de partir de la représentation que les apprenants en ont et puis, on part souvent de ce dessin parce qu'on essaie d'être concret, c'est-à-dire qu'évidemment, la vie est loin d'être aussi linéaire et un long fleuve tranquille, et que la vie nous réserve plutôt des surprises plus ou moins bonnes. Pardonnez-nous si c'est un peu petit, mais vous aurez le visuel. Et que la vie nous réserve des défis, des surprises. Voilà, on peut être amené à rencontrer un crocodile ou un lion, mais on peut aussi voir des papillons, etc. Et donc, les compétences psychosociales, finalement, ce sont toutes ces compétences qui nous permettent de nous adapter et de répondre aux défis
que la vie nous réserve. Et vous voyez sur ce parcours de vie, finalement, le petit cycliste, il n'est pas tout seul, il est accompagné de ses camarades parce qu'en fait, c'est aussi un apprentissage qu'on peut développer individuellement et collectivement. Et puis, on a un sac à dos. Vous voyez, le petit cycliste, là, il a un sac à dos. Eh ben, l'idée des compétences psychosociales, c'est de pouvoir aller chercher, mobiliser dans son sac à dos la compétence qui va être la plus adaptée en fonction de la situation que je suis en train de vivre. Donc, c'est vrai que nous, on s'appuie beaucoup sur les référentiels de Santé publique France. On présente souvent la définition historique de l'OMS, voilà, mais ça dépend un petit peu du contexte dans lequel on intervient, mais en tout cas, c'est notre cadre. Voilà, simplement, combien il y a de CPS? Là, on répond à combien il y a de CPS. Eh bien, il y a trois catégories de compétences psychosociales. Donc, les compétences plutôt cognitives, celles émotionnelles et les compétences sociales. Donc, on voit bien les compétences intrapersonnelles, des compétences interpersonnelles avec les compétences sociales. Chacune de ces familles est composée de compétences générales. Vous voyez, renforcer sa conscience de soi tout à l'heure, quand on a parler justement de l'importance des forces ou de la capacité d'auto-évaluation positive, où on a parlé du sentiment d'efficacité personnelle. C'est peut-être plus dans ce cadre-là qu'on se retrouve. Dans les compétences émotionnelles, bon, bah, je pense que là, bah, c'est peut-être plus accessible pour tous. Comment est-ce qu'on peut d'abord renforcer sa conscience des émotions? Donc, en comprenant c'est quoi une émotion, comment est-ce qu'elle se déclenche, quel est son processus, quel est le besoin qu'elle permet voilà, d'exprimer. Et une fois que j'ai renforcé ma conscience des émotions, de mes émotions, je serai mieux à même de les réguler. Bon, voilà, bien sûr, ces classifications ont évolué avec le temps, hein. Nous, on présente le cadre historique et comment est-ce qu'elles sont intégrées en France, notamment dans le champ de la promotion de la santé. Et on en arrive à cette classification de Santé publique France, d'abord présentée en 2022, puis actualisée en 2025. Et voilà, et Noémie, je veux bien que tu présentes la suite. Voilà, donc Santé publique France a proposé vraiment une actualisation de cette classification et notamment pour faciliter son appropriation et la progressivité des apprentissages et permettre une lecture plus opérationnelle des processus de développement des CPS. Donc, on voit bien que l'idée, c'est d'abord de développer les compétences psychosociales de la phase de compréhension et d'acceptation de l'expérience, qu'elles soient cognitives, émotionnelles et sociales. Elles sont vraiment abordées comme des compétences préalables à l'acquisition de compétences de régulation et d'accomplissement. Donc, c'est ce que je disais juste avant, c'est parce qu'on a renforcé sa conscience des émotions qu'on sera plus à même de réguler ses émotions et son stress, par exemple. Voilà, c'est un petit regard sur combien, mais il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Donc, trois catégories, trois familles, six compétences générales, deux phases de développement, et il y a aussi des compétences. Chacune de ces compétences générales est composée de compétences spécifiques. Alors, ensuite, qui développe les CPS? Alors là, on pourrait répondre facilement à tout le monde. Tout le monde, voilà, on pense en tout cas, c'est le cadre dans lequel nous, on s'inscrit. Et l'idée, ben, on a envie de dire, c'est que tout chemin commence par soi. Donc, c'est d'abord se poser la question, voilà, individuellement, sans injonction aucune, attention. Donc là, on est vraiment dans un cadre aussi, voilà, éthique, il est important de rappeler. Mais voilà, le développement de mes propres CPS, moi je m'inscris ici dans le cadre du contexte scolaire. Donc comment est-ce que en tant qu'individu, que je sois professionnel, jeune ou enfant, comment est-ce que je développe mes CPS? Ensuite, comment je les développe au sein du collectif qu'est le mien. Donc le collectif ici pourrait être une équipe éducative, ça pourrait être une classe, bien sûr. Et ensuite, à l'échelle de la société qui, dans le cadre de le champ de l'éducation, ça sera vraiment la communauté éducative dans son ensemble. Comment est-ce que parents, enseignants et tous les professionnels et les jeunes, eh bien, on développe ces compétences-là. Où et quand développer les CPS? Eh bien, c'est partout. On l'a rappelé en introduction, mais bien sûr, les CPS n'ont pas de frontières et donc c'est dans la famille, en entreprise, à l'école. Mais bon, quand on sait que l'enfant et le jeune passent 40% de son temps à l'école. Ben, on sait que c'est un lieu de vie où elles se développent déjà, elles sont déjà là. Et la conviction profonde qu'on partage, c'est qu'elles permettent de mieux apprendre, de mieux coopérer et de mieux vivre ensemble. Donc, ce que montrent aussi voilà, les recherches, c'est qu'elles se développent toute la vie, n'est jamais trop tôt ou jamais trop tard, mais plus tôt on les développe et plus ce sera efficace.
Donc c'est pour ça que nous, on intervient dès la petite section de maternelle aussi. Et bien sûr, ça pourrait, voilà, tout le champ de la petite enfance aussi est vraiment très important. Mais on est convaincu, voilà, et puis c'est ce que montre la recherche, que plus c'est efficace. Je vais très vite, mais voilà, comme ça, on aura tout présenté pour que Macarena puisse parler. Et donc, pourquoi développer les CPS? Là, je vous rappelle, nous, c'est notre objectif, c'est qu'à la fin de cette première journée de formation, les enseignants, les professionnels auxquels on s'adresse aient compris que le développement des CPS avait des bénéfices pour les élèves, mais aussi pour eux-mêmes. On va le voir, ça, mais ça, c'est important. Et en quoi les CPS aussi permettent de répondre à leurs besoins et à leurs préoccupations professionnelles. Et puis, pourquoi développer les CPS? Parce qu'en fait, depuis, voilà, on peut dire qu'au niveau, en tout cas, de l'éducation nationale, l'année 2000, la décennie 2020 est transformatrice et qu'il y a un cadre institutionnel et réglementaire dans lequel on s'inscrit qui a fait de ce développement des CPS une priorité et un enjeu national stratégique majeur. Donc Noémie, je veux bien que tu passes à la suite. Tout ça, ça va être développé par Macarena, mais voilà, on a fait si jamais vous avez envie d'un coup d'œil de voir un petit peu les bénéfices et les enjeux du développement des CPS, on a fait quelques petites voilà, infographies qu'on a actualisées au vu voilà, des derniers éléments qui montrent quoi, les enjeux du développement des CPS sur le bien-être scolaire. Donc là, on agit, on voit bien aussi sur le climat de classe quand on parle de développer, voilà, agir sur le climat de classe ou développer les compétences psychosociales, c'est un des moyens de lutter contre le harcèlement. On voit bien que ça a voilà, des effets selon la littérature sur les performances académiques et, comme on le disait, des bénéfices aussi pour les enseignants avec voilà, une amélioration et une augmentation de la satisfaction professionnelle des enseignants, avec une meilleure gestion de classe et une meilleure relation entre les adultes et les jeunes. Et tant mieux, puisque bah voilà, c'est vraiment fondamental cette relation et les CPS sont au cœur voilà, de ces relations-là. Et les CPS permettent d'améliorer la confiance en soi des enseignants. Et ça, moi, je le vois bien qu'au sein des formations, c'est quelque chose voilà, qu'on peut vraiment, qui est partagé et dans les préoccupations professionnelles des enseignants, en tout cas, qui sont volontaires pour venir à cette formation. Euh, voilà, et donc enfin, comment le cadre interministériel dans lequel on intervient est réglementaire, hein. Donc voilà, on l'a rappelé tout à l'heure avec la sortie de cette instruction interministérielle de 2022 qui fait des CPS eh bien, un enjeu national stratégique majeur et qui parle de génération 2037, c'est-à-dire que voilà, on a 15 ans pour tout changer. Donc, pour essayer de se dire que les enfants qui vont naître en 2037 vont pouvoir évoluer, grandir, s'épanouir dans un environnement continu de développement des CPS. Cette instruction interministérielle, elle a été signée par 9 ministères, dont le ministère de la Santé et de l'Éducation nationale. Voilà. Et donc, on voit bien que cette question des CPS, elle est très transversale. Et nous, voilà, si ça vous intéresse, vous avez écrit ici voilà, les textes sur lesquels on s'appuie et qui légitiment vraiment les actions autour des CPS dans le contexte de l'éducation nationale. Donc, ce sont vraiment des textes et des documents de référence. Et dernière question, voilà, c'est comment développer les CPS? Eh bien, dans le cadre scolaire, bien sûr, avec l'importance de travailler sur sa posture et ses gestes professionnels, elle est centrale. Nous avons un rôle modélisant. Comment développer les CPS avec des activités décrochées des disciplines? Alors là, c'est un peu jargonneux, mais voilà, toutes ces activités dédiées au développement des CPS en classe. Donc, nous, on propose quelques activités pendant cette formation euh, pour permettre eh bien, aux enseignants de mettre en place des activités dédiées en fonction de leurs besoins, des activités intégrées aux disciplines ou alors intégrées au rituel de la classe ou à la vie de la classe. Évidemment, donc par exemple des rituels pour débuter la journée, pour finir un cours, des rituels entre deux activités, par exemple pour remobiliser les capacités attentionnelles. Euh, voilà. Et enfin, bien sûr, comment développer les CPS? Nous, on s'appuie vraiment sur les critères de qualité des interventions CPS tels qu'ils ont été rappelés dans la littérature et notamment
dans les référentiels de Santé publique France. Donc, on voit bien que ces critères de qualité, ils sont formulés sur la base de la littérature scientifique. Il y a 3 axes généraux d'action et chaque axe d'action est partagé en actions spécifiques et en modalités pratiques. Donc, il y a des critères d'efficacité liés aux pratiques CPS, avec, vous voyez ici, les actions spécifiques et les modalités opératoires. Donc, ça rappelle un petit peu ce qu'on vient de dire. Il y a voilà, des axes généraux d'action liés à la qualité de l'implantation du projet et de la formation au sein de l'établissement. Et enfin, des critères d'efficacité liés à la qualité de l'environnement, qu'il soit social ou physique, pour permettre voilà, justement des interventions de qualité. Donc nous, c'est vraiment notre boussole pour construire nos formations. Et si jamais vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, on a pas mal d'outils de synthèse qu'on propose sur notre site. Par exemple, les 10 messages clés où, avec chaque message clé, un lien vers un référentiel, une étude, un chercheur et un lien vers un outil pour approfondir ce message clé. Voilà. Et donc, notamment, un petit abécédaire des CPS qui reprend, alors là qu'on vient d'actualiser au vu de la sortie des derniers référentiels, on va dire tous les messages clés en lien avec les CPS. Et voilà, donc avant de passer la main à Macarena, si jamais vous avez envie, elle aura 1 heure, voilà, de partager dans le chat ce que vous retenez de cette partie avant, voilà, simplement l'idée de c'est un peu une pause cérébrale, c'est de dézoomer, de se dire là, ouf, voilà, ça a peut-être été un peu dense. Est-ce qu'il y a un questionnement? Est-ce qu'il y a un ressenti? Est-ce qu'il y a un mot? Est-ce qu'il y a un concept? Est-ce qu'il y a une idée que je retiens là maintenant? On est vraiment dans la rétroaction à chaud. Et si jamais vous avez envie, eh bien, vous pouvez partager ça dans le chat. Et je donnerai voilà, une petite minute peut-être pour vous donner le temps de la réflexion. Et Noémie, tu peux présenter la diapo pour Macarena. Donc la rétroaction à chaud, c'est pas toujours facile, c'est pour ça qu'on vous redemandera peut-être tout à l'heure. Euh, Peut-être une chose, un ressenti, une activité, une question que vous ressentez et merci pour les partages qui commencent à arriver. À toi de jouer, Macarena. Merci. Merci Laure pour cette présentation très importante en fait par rapport à tout le travail qui fait Scolavie par rapport au CPS. Euh, Bon, maintenant, on va passer à la partie plus évaluation. Du coup, comment on évalue, comment on a évalué ces projets, comment on est en train de l'évaluer. Et puis, en général, après, vers la fin de la présentation, comment on évalue. En général, des programmes ou des interventions de ces types, notamment en ce qui concerne les CPS. Très important en lien avec ce que Pascal a dit ces matins, comment ça a été remis en question, ou parfois il y a certains secteurs qui sont encore réticents. Enfin, ils sont encore réticents aujourd'hui, mais il y a 15 ans, quand j'ai commencé à travailler sur les compétences émotionnelles et sociales, c'était vraiment pire qu'aujourd'hui. Donc, je pense qu'on avance petit à petit. Et puis, bien, avec les différents modèles, différentes initiatives qui sont mises en place, on avance petit à petit vers, je voudrais pas parler d'acceptation, mais un peu l'intégration de ces concepts dans le vocabulaire de tous, et puis clarifier un peu aussi ce qui sont les CPS, ce qui n'est pas, parce que je pense qu'on essaye parfois de mettre tout sous le même parapluie, et puis on se retrouve justement coincé avec des personnes qui définissent ou qui parlent de CPS, quand en réalité on est en train de parler d'autres choses qui n'ont pas tout à fait les CPS comme on les comprend. Donc, côté scientifique, les protocoles d'évaluation qui a été proposés sont en collaboration avec différents laboratoires de recherche, privés et publics. Et l'idée, c'était de pouvoir répondre aux lacunes de la recherche scientifique par rapport à ça. La recherche autour de compétences émotionnelles et sociales, elle est très ancienne et ça a développé surtout dans les pays anglo-saxons il y a vraiment beaucoup d'années. Et puis dans les pays comme l'Espagne et le Portugal qui sont plus ouverts à ce type de compétences dans le milieu de l'éducation. En France, on a commencé il y a quelques années.
récemment à comprendre l'intérêt de le faire. Et puis, donc, des recherches scientifiques ont commencé il n'y a pas très, très longtemps, on va dire. Donc, l'idée, c'était de vraiment pouvoir construire un protocole qui permette de répondre à ces lacunes. Est-ce que ces compétences elles fonctionnent dans les contextes français? Comment elles fonctionnent, si ça fonctionne? Et puis, est-ce qu'on est en train de regarder les bons référentiels scientifiques justement pour développer ces compétences? Et du côté plus concret, pratico-pratique, l'idée c'est d'évaluer quels sont les effets des formations qui fait Scolavi sur les professionnels de l'éducation, du coup prof et pas prof, tout le monde qui est autour du parcours éducatif des élèves, et puis des élèves aussi. Du coup, l'idée vraiment de comprendre les deux aspects. Et ce qui est former les enseignants va faire que leur propre posture, leur geste professionnel et leurs propres compétences ont évolué et est-ce que cette évolution peut avoir un impact positif chez les élèves également? L'idée prévue, donc il y a quelques résultats anticipés qui ont été proposés. On s'est dit un climat des classes qui est plus positif va pouvoir avoir un impact sur la réussite académique des élèves et puis également un bien-être qui soit renforcé d'un côté des enseignants et d'un côté pour les élèves également. Pour l'instant, on va dire, on n'a pas réussi à faire des hypothèses très claires par rapport à la modération de ces résultats, c'est-à-dire qu'est-ce qui va d'abord pouvoir impacter l'autre, qui va faire la chaîne envers l'autre, mais il y a d'autres hypothèses qui ont été faites par les collègues par rapport au développement au moins de ces compétences-là. Du coup, on avance petit à petit, la recherche est itérative et on l'améliore au fur et à mesure. Donc, concrètement, les protocoles d'évaluation du dispositif, c'est qui va être évalué chez les professionnels. Dans un premier temps, l'idée, c'est de pouvoir évaluer les compétences générales qu'on souhaite développer. Donc, on va voir notamment quel est l'impact de la formation sur les professionnels qui ont été formés. Une évaluation quantitative, c'est-à-dire il y a des questionnaires qui ont été sélectionnés, qui ont été mis en ligne et puis qu'on partage avec les apprenants au fur et à mesure de l'année pour voir et pour mesurer est-ce que ces compétences ont été développées ou pas. Ensuite, il y a aussi l'évaluation de la satisfaction, parce que ça fait partie un peu de l'impact des formations, comprendre s'il y a de la satisfaction par rapport aux ateliers, mais aussi quel autre type d'impact on pourrait observer grâce à ces formations. Et cela se passe aussi via les questionnaires, des questionnaires en ligne. Et un troisième point, c'est l'évaluation plus qualitative, c'est-à-dire quel est le verbatim qui ressort des personnes qui ont suivi cette formation. Du coup, qu'est-ce qu'ils nous racontent, qu'est-ce qu'ils disent, ils peuvent nous raconter de leurs propres apprentissages, de ce qu'ils retiennent par rapport aux différentes formations qu'ils ont suivies. Et tout cela, après, on le interconnecte et on fait des connexions pour essayer de bien comprendre dans l'intégralité comment les formations Scolavi ont eu un impact chez ces différents professionnels. De côté des élèves, on a décidé de travailler notamment avec les élèves d'école élémentaire, du coup CM1 et CM2, parce que les enseignants ils passent beaucoup plus de temps avec ces élèves qu'une fois qu'ils sont partis au collège. Donc, on s'est dit qu'on va évaluer chez les enfants également leurs propres compétences. Du coup, on a établi quelques critères et quelques questionnaires qu'on pourra vous partager par la suite. Et pour évaluer en fait comment cette formation a impacté les enseignants, mais aussi a impacté les enfants. Du coup, on va le mesurer au début de l'année scolaire et à la fin de l'année scolaire pour voir s'il y a une évolution de ces compétences tout au long de l'année. Et cela se passe par le biais des questionnaires papier. Du coup, on se déplace dans les établissements et puis on fait aux enfants de répondre les différents questionnaires avant et après la formation de leurs enseignants. En même temps, comme il y a des études scientifiques qui parlent d'un lien entre le développement des compétences émotionnelles et sociales et la réussite académique, nous allons collecter les résultats scolaires des élèves au début de l'année scolaire et puis à la sortie de l'année scolaire pour voir s'il y a eu un impact, une évolution dans les notes pour les professionnels, pour les élèves des professionnels qui ont été formés. Et à la fin, une évaluation qualitative qui peut se faire également et dont on va demander aux enfants, par les biais des entretiens des groupes, du coup des focus group,
comment ils perçoivent ces différentes compétences et puis est-ce qu'on peut observer par les biais de leur discours qu'il y a eu une évolution ou pas des différentes compétences. Est-ce qu'ils écoutent plus, par exemple, parler des compétences cognitives? Est-ce qu'il y a des changements qu'ils peuvent percevoir, etc. L'idée, c'est vraiment de pouvoir observer du côté de l'enfant qu'est-ce qu'il, lui, le perçoit. Les protocoles d'évaluation et un petit calendrier Noémie vous a raconté déjà un peu comment ça se passe. Ici, c'est vraiment un focus qu'on fait parce que on devait informer nos enseignants également. Du coup, il y a les deux groupes qui sont parallèles en test cette année. Du coup, les groupes qui sont en formation cette année et les groupes qui ne sont pas en formation cette année. Je vois les questions, du coup, j'essaie de contrôler. Ok, oui. Du coup, justement pour répondre à cette question, les groupes test, c'est les groupes qui est en formation pendant l'année 2025-2026, c'est-à-dire des enseignants qui vont avoir la journée 1, la journée 2, la visio 1 pendant l'année 2025-2026. En parallèle, en même temps, pendant la même année, il y a les écoles qui vont commencer à la rentrée 2026-2027 et on questionne les mêmes personnes au même temps. Du coup, pendant la période de début de l'année, on va questionner, on va à mesurer, on va demander de répondre au questionnaire aux professionnels qui suivent la formation, mais aussi aux professionnels qui ne sont pas encore en formation. Donc, comme ça, on a un point de départ, un point de base de toutes les compétences de tous les professionnels qui vont participer au début. Ça, c'est en décembre, janvier 2026. Ensuite, en mars, du coup, en ce moment, c'est la période dont on va à demander des nouveaux les différentes compétences aux participants qui sont dans les groupes tests, du coup, qui sont en formation active, mais aussi aux personnels qui ne sont pas en formation active encore. Et puis, vers la fin de l'année scolaire, mai-juin, c'est la dernière partie, la dernière formation de l'année pour les groupes tests. On va de nouveau faire des questionnaires des compétences et en même temps, les groupes contrôle qui n'ont pas encore commencé sa formation mais qui va commencer à la rentrée, répondre la dernière fois ces questionnaires également. Comme ça nous donne 3 points différents dans l'année pour pouvoir comparer les différentes évolutions des participants. Du coup, l'évolution des tests, mais aussi l'évolution des contrôles. Et puis, idéalement, après, ils continuent la formation, les groupes tests et les groupes contrôle, ils démarrent à la suite en octobre 2026. Il y avait une question tout à l'heure que tu avais posée, Pascal, par rapport au comité d'éthique. Les comités d'éthique a été saisi à Paris 8 et donc on a reçu effectivement la réponse positive pour pouvoir réaliser cette intervention et puis la collecte et le stockage des données des participants. Tout est RGPD et puis on est très respectueux des normes. Euh, Moi, je le fais d'habitude avec toutes mes études, donc de toute façon, oui, tout a été fait. Merci beaucoup. Pas de problème. Groupe année 3 et une année 1, non, elle n'est pas prévue pour l'instant parce que l'idée c'était de comparer vraiment pré-poste et puis comment ils vont commencer la formation en octobre, les groupes contrôle, ça n'est plus un groupe contrôle et ça rentre dans les cadres d'une comparaison des groupes parallèles et pas forcément des groupes contrôle versus groupe test. Du coup, ça sort un peu du cadre du protocole prévu. Ah oui, oui, les protocoles pourraient être adaptables au collège, voire lycée. On essaye. En fait, on s'est posé la question au début de l'année, au niveau scientifique, est-ce que ça pourrait avoir un impact chez les collégiens, chez les lycéens? Parce qu'il a été prévu au début par la personne qui était avant dans les projets, on interroge les enfants de CM1, CM2, mais aussi de la sixième. C'est qui est tout à fait correct si on parle des cycles 3 en éducation. Néanmoins, les temps dont l'enseignant il passe avec l'enfant, c'est beaucoup plus important en primaire qu'en collège. C'est pour ça qu'on n'est pas très sûr. Après, il faudra voir les résultats de l'étude à la fin, voir ce qu'on arrive à développer, ce qui est possible de faire, et puis d'envisager comment on pourrait l'adapter pour une version collégien et en version lycéen. S'il y a tous les professionnels autour de l'enfant qui ont été en formation, on pourrait observer l'impact de la formation. Mais s'il n'est pas toute l'équipe éducative qui a été formée,
il y a des possibilités que l'impact soit beaucoup moindre chez les lycéens et les collégiens. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé, pour commencer, de se focaliser en école primaire. Du coup, il faudrait voir s'il y a des établissements qui veulent totalement et complètement former tous leurs enseignants et voir si ça a un impact chez les lycéens et les collégiens. Pourquoi pas? Ça serait super intéressant de voir tout C'est ça. cohérent aussi avec tout ce que montrent les travaux de Bissonnette, par exemple, quand on veut travailler sur le soutien au comportement positif, il faut que ce soit à l'échelle de l'ensemble de l'établissement. Mais Ouais, après, il y a la vraie vie. oui, Et c'est ça. en réalité, les élèves vont se trouver avec des enseignants dont certains vont être déjà sensibilisés ou vont avoir fait d'autres types de recherches ou de formations qui vont les amener aussi à travailler sur leur CPS et d'autres ne seront pas du tout ouverts à ça. Donc, C'est ce ça. serait intéressant aussi à terme de voir ce qui se passe dans la vraie vie et pas seulement dans des laboratoires qu'on reconstitue en fait. Mm. Tout à fait. Du coup, il y a du temps encore pour continuer à creuser là-dessus. Il y a 1000 questions qui peuvent être répondues et puis on se pose à chaque fois qu'on fait une étude expérimentale comme celui-ci, une étude de recherche, on se pose plus de questions à la fin que des réponses. Et ça, c'est génial parce que c'est comme ça qu'on améliore et c'est comme ça qu'on peut voir vraiment quel est l'impact réel de cela. Donc voilà, on peut passer. Donc, quels sont ces premiers résultats? Qu'est-ce qu'on a réussi à trouver jusque-là? Donc, les premiers résultats qui ont été déjà parlés par Laure au début, on va parler de la satisfaction de l'équipe pilote. Du coup, avant, on parlait des formations en ligne. Ici, on parle de la satisfaction du groupe pilote. Du coup, dans la recherche, quand on va faire une étude à grande échelle, l'idée, c'est de commencer par un groupe pilote, c'est-à-dire pour une étude pilote dont on va apprendre un échantillon un peu plus petit. On va tester nos outils et notre protocole. Et suite à ça, on a un temps d'adaptation pour pouvoir faire une étude à large échelle. Comme on dit Pascal, la réalité du terrain, elle est différente. Donc, nous, effectivement, on n'a pas eu ces temps d'adaptation pour pouvoir le faire à grande échelle et on avait les pressions de différents côtés, on devait le faire tout de suite. Mais bon, dans l'idéal, on commence par cette étude pilote, on voit ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, on modifie, on itère et puis par la suite, on reprend et on fait une étude à large échelle. Longue échelle. Large. Pardon. Donc, au niveau de la satisfaction, on a quand même une satisfaction qui est très élevée. La moyenne, elle est à 4,5, c'est-à-dire très élevée sur une échelle de 5 points par rapport aux formations dans les groupes RACPS. Du coup, la formation qui a été spécialement conçue pour ces projets de recherche. 91% des participants sont conscients de l'importance de CPS dans leur pratique. Du coup, suite à la formation, ils se rendent compte que vraiment c'est très important pour leur pratique et qu'il serait intéressant de pouvoir aussi l'investir dans leur pratique. Du coup, il y a 85% qui disent les réinvestissements de ces compétences dans leur pratique, c'est très important. Donc, déjà, ça, on a un impact des bases qui, si bien ce n'est pas au niveau des compétences, du coup, ce n'est pas au niveau, entre guillemets, scientifique, c'est au niveau de la mesure d'impact. C'est déjà pas mal et très important. Pascal, je vois que tu as une question. Oui, c'est vrai que le chiffre est important. Et moi, la question qui me vient, c'est que les 15% qui ont suivi la formation, donc déjà s'ils ont fait la démarche de suivre la formation, c'est qu'a priori ils trouvaient ça intéressant, qui ne comptaient pas réinvestir les outils dans leur pratique, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et pourquoi? Enfin, est-ce qu'ils ont expliqué pourquoi ils comptaient pas réinvestir les outils dans leur pratique? On n'a pas encore accès à ces données, mais c'est une bonne question à leur poser en fait. Avoir L'étude 100%? d'impact, oui. L'étude d'impact, en fait, elle est en cours et en cours d'amélioration, toujours. Donc, on a des premiers questionnaires qui ont été lancés et puis, effectivement, je suis là pour pouvoir améliorer aussi la mesure d'impact. Du coup, d'un côté, la mesure de l'évolution scientifique et tout le projet, mais aussi l'évaluation d'impact. Comment on améliore cet impact et comment on essaye de comprendre mieux qu'est-ce qui se passe. Du coup, on prend note et on avancera Ouais. dès ces Si je peux me points-là. permettre, il y a peut-être juste une remarque par rapport à ça, parce que j'ai pu échanger quelques fois avec des enseignants sur cette question, donc à mesurer évidemment. Il y a la question des outils et il y a aussi la question de la posture et des gestes professionnels. Et ce qu'on leur dit aussi, c'est vraiment d'avancer à son rythme sur ce chemin, parce qu'on sait que c'est exigeant, que c'est responsabilisant, que ça ne doit pas se faire n'importe comment et que c'est un processus.
et qu'il y en a qui disent aussi, moi je vais, et c'est un parti pris, etc., mais d'abord commencer par ma propre posture et mes gestes professionnels. Et donc, ça ne rentre pas dans le cadre des outils. Voilà. C'est-à-dire que là, on mesure peut-être un petit peu autre chose. Les outils permettent beaucoup de choses, mais il y a aussi toute cette question de la posture qui est encore une fois centrale et qui est peut-être pas reflétée aussi dans cette question. Voilà. Voilà, En c'est fait, pour vous ça pouvez qu'on va. reformuler la dernière phrase en compte réinvestir les outils dans leur pratique immédiatement après la formation. Oui, c'est peut-être que c'est ça qui Merci, se Cécile. voit pas très clair tout de suite, mais oui, oui, il faudrait vraiment repenser les questions pour pouvoir avoir plus d'informations sur ce qui se passe vraiment après les formations. Et puis on a mis du coup quelques questions du questionnaire de satisfaction pour vous donner une idée des questions qu'on pose et puis les questions qui vont être itérées par la suite. Je me permets, Macarena, juste de... Parce qu'on a Cécile qui dit qu'effectivement, c'est une question aussi parfois de sentiment d'efficacité personnelle, c'est que souvent, ils ne se sentent pas encore capables de le faire. Voilà. Donc, pas encore, mais bientôt. Voilà, c'est référence à Carol Dweck voilà, dans le chat. Pardon. Oui, oui, j'ai vu effectivement aller dans ces côtés, de ces côtés-là. Bah, effectivement, peut-être, c'est des hypothèses qu'on se pose, mais on peut pas dire on peut pas dire que c'est exactement ça parce qu'on n'a pas posé les questions aux participants et on n'a pas fait une évaluation correcte. Du coup, on peut supposer beaucoup de choses et parfois on échange avec des enseignants et donc on a des idées des pourquoi, mais dès ma formations professionnelle, je peux dire sans donner, on fait pas on donne pas des réponses. Du coup, on ne sait pas pour l'instant, mais on travaille pour y savoir. Et donc, pour ces participants du groupe pilote, on a eu 84% de femmes qui ont répondu à nos questionnaires, au T0, du coup déjà au début de la formation, les premiers questionnaires, et 16% d'hommes. Ça ne veut pas dire que c'est juste les femmes qui répondent, c'est que la majorité des enseignants et des équipes éducatives sont des femmes. Donc c'est normal qu'on retrouve ces résultats-là au niveau des réponses. Je vois en question peut-être Steph. Oui, oui, je voulais demander quel était le ratio d'hommes-femmes dans les enseignants qui ont été, à qui on a proposé, pour justement voir s'il y avait une différence entre la réponse des hommes et des femmes. Mais, du coup, vous avez un peu répondu au passage en disant il y a plus de femmes, mais est-ce qu'on peut avoir une proportion de ce... Le ratio, il est à peu près à 80-20% aussi. Mais ça, il faudrait checker les données des personnes qui sont inscrites et qui sont effectivement venues en formation. Parce que ça dépend beaucoup de ça aussi. Donc, pour l'instant, Merci. votre Noémie doit avoir les données exactes quelque part dans des dossiers, des combien de personnes sont inscrites et venues. Mais on n'a pas encore calculé toutes les personnes qui ont venu Je en pense que formation. la question de Stéphanie était plus généralement dans l'éducation nationale au niveau CM1, CM2 ou au niveau élémentaire, quelle est la proportion d'hommes et de femmes? Mais effectivement, ça peut être à peu près 80-20, c'est tout à fait 80, possible. c'est Oui. ça. Voilà. Et donc, de nos participants, l'âge moyen est de 43 ans. Peut-être que c'est important de clarifier, ici, c'est pas juste les CM1, CM2. L'étude pilote concerne tous les enseignants qui sont inscrits au projet. C'est-à-dire, c'est des enseignants qui sont dès la maternelle jusqu'à la terminale. Du coup, il y a tous les enseignants confondus de l'étude pilote, ou de la première étude qu'on a faite en 2024-2025. Donc, au début, on comptait 194 participants qui ont répondu à notre pré-test, donc qui ont répondu au questionnaire qu'on a proposé dans les groupes test et dans les groupes contrôle. Et puis, au post-test, on retrouve 126 participants, personnes qui ont répondu après les formations, après l'année des formations. Mais les données complètes, malheureusement, sont pas si sympathiques que ces données des 100 participants, de plus des 100 participants. C'est plutôt triste parce que nous avons 48 participants qui ont répondu et au pré-test et au post-test, c'est-à-dire une perdition des participants plutôt importante. À la fin de cette étude, hein, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait 35 enseignants ou professionnels de l'éducation qui avaient fait la formation, qui ont répondu et avant la formation et après la formation, et 13 personnes qui ont répondu avant la formation et après la formation.
Et après, il y a d'autres participants qui ont répondu au hasard avant seulement ou juste après seulement. Les problèmes de ces types d'études, même s'il y en a beaucoup, entre guillemets, hein, parce que 194, c'est pas négligeable, mais des participants avant et après, les problèmes, c'est que comment les données complètes ne sont pas pour l'intégralité des personnes, il y a 75% d'attrition, du coup, des pertes des participants, ce qui impacte directement les pourcentages de power statistique. Du coup, pour pouvoir savoir si nous, on a une chance de détecter un effet chez les participants, la perte des participants nous fait perdre en pouvoir, en puissance, pardon, pas en pouvoir. Du coup, seulement 55% de chances de détecter un effet réel. Et puis, on se pose la question de qu'est-ce qui se passe. Pierre répond à ta question, Sophie, je crois. Qu'est-ce qui se passe avec les participants? Pourquoi ils ne répondent pas? Bah, c'est une question qu'on se pose encore aujourd'hui, même si pour la deuxième étude, on observe plus de participation. Et c'est au niveau des relances, c'est au niveau de l'intégration des questionnaires lors des journées de formation, au moins pour avoir la majorité de groupes tests qui répondent. Et puis pour les groupes contrôle, de bien leur expliquer les protocoles, de bien clarifier les différentes étapes et tout. On s'aperçoit que les groupes qui ne sont pas en formation, qu'on leur a dit, bah, votre formation, c'est à la rentrée 2026-2027, quand ils voient passer des mails ou des demandes de répondre à des questionnaires, ils se disent, bon, ça ne me concerne pas, en fait. Et donc, c'est de bien clarifier toutes les étapes, de faire des mails très courts, clairs, avec les flèches, de dire oui, c'est pour vous, c'est pour tous. Du coup, on essaye de nouvelles méthodologies déjà à partir de cette année, et puis on améliore nos façons de faire pour l'année prochaine, justement pour être sûr que la majorité des personnes vont répondre à nos questionnaires. Parce que c'est pas un manque de volonté. Les profs et les professionnels en général, ils ont envie. C'est juste qu'ils comprennent pas trop comment ça fonctionne. Du coup, il faut bien expliquer les Est-ce qu'il n'y a différentes. pas moyen de mettre ça comme condition pour pouvoir bénéficier de la formation l'année suivante, en fait, de dire pour pouvoir en bénéficier l'année prochaine, il faut que vous ayez répondu maintenant. C'est Oui, ça pourrait être une façon de le proposer, de dire, voilà, il nous faut votre réponse pour pouvoir vous inscrire officiellement dans les listings. Enfin, je sais pas, on a fait mille choses. De toute façon, avec Noémie, on s'est creusé la tête. C'est comment on va faire pour que tout le monde réponde au questionnaire. Qui envoie les mails? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est les formateurs qui le font en séance? Du coup, nous, on ne le fait pas de notre côté. Enfin, vraiment, on essaye différentes stratégies en ITER, comme dans toutes les études, pour essayer de voir quelle est la meilleure façon d'avoir des données. Mais on a moins d'attrition déjà pour cette deuxième étude. On espère que ce sera le cas pour la dernière évaluation. J'espère vraiment pour pouvoir avoir des bons résultats et un power plus explicatif. Parce que c'est vrai que 55%, c'est pas beaucoup. Et est-ce que vous pensez que le temps, le fait que ça se déroule sur 2 années, c'est un facteur d'attrition Non, parce que ça s'est fait sur une année. En fait, la formation, elle dure 2 ans, mais l'évaluation, elle dure une année. C'est au début de l'année scolaire jusqu'à la fin de l'année scolaire. Donc là, Sinon, oui, sinon on aurait une perdition des malades, ça c'est sûr. d'accord. Donc, ok. C'était pas entre les 2 journées, entre les 2 années de formation, c'était entre Non, la journée 1 et la on journée. commence avec la J1, du coup avec la première journée qui démarre au début de l'année scolaire, à peu près. Et les post-tests étaient réalisés à la fin de l'année scolaire. D'accord, merci. Pas de problème. Ça, c'est pour l'étude. Après, ils continuent en formation, eux, avec la journée 3 et la deuxième visio, la partie plus projet. Mais pour l'étude, c'était juste pendant cette année. Donc, à voir comment on peut contrôler au mieux ces résultats pour avoir plus de participants. Donc, avec ces participants, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait quand même des études. Et oui, tu peux passer. Oui. Donc, qu'est-ce qui nous montre ces résultats? On a fait du coup une évaluation de scores initiaux et des effets plafonds, du coup, avec tous les participants qui ont répondu, pas juste les pré-postes, mais toutes les personnes et tout le monde qui a répondu au test. On retrouve des résultats et des scores qui sont très, très élevés. C'est-à-dire les scores de bien-être global, elle est à 4 points sur 5. Les climats des classes, elle est à 6 sur 7 pour les soutiens à un bon climat des classes. Et pour la menace, elle est très bas, à 3 sur 7. Et puis les CPS globales, même si en général l'échelle nous dit qu'on ne doit pas mesurer globalement, mais on fait quand même une mesure globale de CPS, elle est aussi à 5 sur 7. C'est-à-dire les scores de base de tout le monde sont déjà très élevés. C'est qui crée ce qu'on appelle un effet plafond parce que les marges de progression, elle est très réduite. Ceci, ça pourrait être expliqué parce
que les professionnels qui s'inscrivent, c'est à la base du volontariat. Du coup, forcément, ils ont déjà une base de bien-être qui est un peu plus élevée. Ils sont ouverts à un bon climat des classes et puis ils ont déjà un intérêt sur les différentes compétences psychosociales. Et donc, c'est pour ça qu'ils montrent déjà une augmentation ou un score qui est déjà très élevé. Du coup, il faudrait voir après comment faire pour euh, neutraliser ou pour ouais, un peu la variable de l'effet plafond. Du coup, il nous reste très peu de marge pour voir une vraie évolution des compétences, parce qu'on part déjà d'une base très élevée. Ceci, on pourrait le complémenter, du coup, pour essayer de comprendre s'il y a une petite marge d'évolution, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec des données qualitatives. On est en train de faire une collecte en cours, du coup, des questions ouvertes qu'on pose aux participants qui ont fait partie de la formation pour comprendre mieux qu'est-ce qu'ils ont gagné en termes de compétences psychosociales, mais aussi au niveau du climat de classe, du bien-être. Du coup, des données qualitatives qui pourront venir enrichir les données que nous avons déjà par rapport à ces résultats qualitatifs très élevés déjà à la base. Donc, on savait déjà qu'on partait d'un départ très élevé. On s'est dit, mais quand même, on va voir si à la fin, il y a une petite évolution chez les participants. Donc, on a fait des analyses groupes en fonction du temps, c'est-à-dire on a comparé les groupes tests et les groupes contrôle depuis le début de la formation et puis à la fin de la formation. Est-ce que les évolutions au fil de temps ont été différentes pour les deux groupes? C'est-à-dire, est-ce que pour les groupes tests, on observe vraiment une augmentation qui est significativement plus importante que pour les personnes qui n'ont pas suivi formation. On a fait une analyse de LMM, du coup, au modèle mixte. C'est une analyse spécifique pour pouvoir prendre en considération toutes les données et pas juste les participants qui ont répondu avant et après. Comme ça, on peut mettre tout l'échantillon à l'intérieur. Et malheureusement, on n'a trouvé pas d'interaction significative au niveau statistique. Après, on a beaucoup d'attrition, on a très peu de power, du coup, c'est possible que c'est lié aussi à cela, mais aussi à ces points de départ. Si les points de départ sont très élevés, il y a des possibilités que la formation ne puisse pas augmenter encore plus ces données-là. Après, on ne sait pas. Donc, pour cet instant, pour l'étude pilote, on n'en trouve pas d'interaction statistiquement significative, mais si on creuse un peu plus dans les données et on regarde quels les groupes testent, oui, Stéphanie. Je voulais vous laisser finir votre phrase. Vous pouvez en dire un peu plus sur le LMM, par curiosité, je ne le connais pas. Oui, LMM, c'est une analyse statistique modèle mixte linéaire qui va à mesurer comment tous les participants qui ont été mis en baseline, du coup tous les participants qui ont répondu au T0, évoluent en fonction de temps et en fonction aussi du groupe auquel ils ont été assignés. C'est pareil que pour un ANOVA. Je ne sais pas si vous connaissez. Les ANOVA, en gros, ils vont prendre tous ceux qui ont participé au test 0 et tous ceux qui ont participé au T1. Ils vont comparer aussi l'évolution en comparaison avec un groupe. L'LMM, elle va comparer tout le monde. Du coup, elle va essayer de combler un peu les vides des personnes qui n'ont pas répondu. On va supposer qu'il y a des scores qui vont évoluer d'une certaine façon ou d'une autre. Je ne sais pas si ça répond à la question. Après, on pourrait faire un cours de stats, moi ça me va, mais je pense qu'on n'est pas là encore. Donc, pour les groupes tests, on allait regarder plus et donc on s'est aperçu que si bien il n'y avait pas d'interaction significative, il y a de toute façon une interaction tendancielle. C'est-à-dire qu'on observe de toute façon que pour les groupes tests, il y a certaines augmentations qui pourraient atteindre les seuils de significativité. Du coup, dans les groupes tests, ils atteignent les seuils de significativité. Du coup, il y a une augmentation significative entre avant et après la formation. C'est juste qu'au niveau de la comparaison avec les groupes contrôle, c'est là où on ne retrouve pas l'évolution significative. Mais on retrouve des évolutions, des interactions qui sont tendancielles, c'est-à-dire qu'on arrive presque au seuil de significativité. Avec, par exemple, le bien-être au niveau de l'épanouissement au travail, les seuils de significativité, il est à 0,76, ce qui est pas significatif, mais proche du seuil de significativité. Et puis, si on se focalise que sur les CPS cognitives, on observe quand même un score des 0,06 qui se rapproche beaucoup du seuil de significativité. C'est-à-dire qu'on peut envisager que dans un grand échantillon, on pourrait trouver peut-être des résultats significatifs, notamment par rapport à l'interaction.
Parce que déjà, on trouve des avancements significatifs au sein du groupe. Mais peut-être dans l'interaction, dans un échantillon plus large, on pourrait observer des interactions significatives. Donc, les tendances sont tout à fait cohérentes avec l'hypothèse des bases qui disait que euh, on allait avoir des impacts sur les différentes compétences chez les professionnels de l'éducation. Et puis, l'absence de significativité pourrait s'expliquer par l'attrition. Peut-être c'est qu'on n'a pas eu tout le monde en prêt et tout le monde de poste, et du coup, cette perdition des participants fait que euh, les scores ne pas atteints, les powers statistiques n'est pas assez élevés pour avoir la chance d'observer des changements chez les participants. C'est une des possibilités, une des pistes qu'on analyse et pourquoi on fait l'RCT maintenant, l'autre étude, la deuxième étude, et on essaie de voir si on va retrouver ces résultats par la suite. Moi, j'ai une question aussi. Vas-y, Stéphanie, Non, tu non, voulais vas-y, intervenir. vas-y. J'avais une question aussi. Ce qu'on évalue ici, c'est l'effet de la formation sur, par exemple, le bien-être, l'épanouissement, la satisfaction professionnelle. Est-ce que vous avez des données sur l'environnement dans lequel les professionnels évoluent? Parce qu'une critique qui est assez fréquente des interventions qui visent à améliorer le bien-être ou les compétences psychosociales, c'est que ça fait reposer uniquement sur les individus, sur les enseignants eux-mêmes, la Mm. responsabilité d'effectuer un travail pour se sentir mieux dans leur environnement professionnel, alors qu'on sait que parmi les facteurs, il peut y avoir le climat de classe, il peut y avoir le climat d'établissement, l'effet des chefs d'établissement, les effectifs des classes, enfin il y a toutes sortes de facteurs sur lesquels les enseignants n'ont pas prise et qui relèvent de la responsabilité finalement du gouvernement ou des ministères ou des décisionnaires politiques. Et donc, est-ce qu'on n'a pas un risque, une fois de plus, de faire peser sur les individus la responsabilité de leur propre bien-être en dédouanant de leur responsabilité les pouvoirs publics? Oui, c'est une possibilité. Après, l'échelle des bien-être, elle ne regarde pas quel épanouissement. C'est une échelle validée scientifiquement avec différentes dimensions, dont la volonté d'engagement, oui, de l'enseignant, si c'est personnel, mais aussi la reconnaissance. Du coup, qui parle un peu des est-ce que je me sens reconnue par mes pairs, par mon environnement de travail et tout ça. Du coup, on considère cette dimension-là. Et même, on ne retrouve pas d'évolution significative par rapport à ça. Mm. Et puis, une autre échelle qui a été utilisée aussi, c'est l'échelle des climats de classe, dont je parlais tout à l'heure, soutien et menace au climat classe, dont on ne retrouve pas non plus de données probantes. Mais après, c'est peut-être les échelles qui ne sont pas adaptées au contexte, j'en parlerai juste après. Et il faudrait peut-être poser des questions par rapport, oui, à l'environnement général. Est-ce que l'école, elle me soutient dans mon processus de formation? Enfin, dans mes balades dans différents établissements, on peut voir déjà qu'il y a parfois, c'est des enseignants qui promeuvent les compétences psychosociales dans les établissements, mais que puis les directeurs ne sont pas du tout d'accord en fait. Ils les laissent faire, mais qu'ils ne sont pas eux d'accord pour le faire. Donc ça fait que ça pourrait influencer les résultats d'évolution dans ces types de compétences. On ne sait pas. C'est juste des suppositions non fondées par la science pour l'instant. Merci beaucoup. Et donc, quels sont les apprentissages? Du coup, suite à ça, comme je parlais tout à l'heure, l'idée d'une étude pilote, c'est de pouvoir comprendre ce qui se passe, de pouvoir vraiment comprendre comment ces données nous aident à avancer par la suite. Donc, la première apprentissage, le premier apprentissage, c'est lié à la puissance statistique dont on parlait tout à l'heure. Comme l'attrition elle est élevée, bah, la puissance elle est diminuée. Quand l'étude elle a été prévue, la puissance elle était à 80%. Du coup, c'est une très bonne puissance et avec laquelle on construit des études expérimentaux au RCT, comme aiment nos amis économistes. Et donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir comparer deux groupes avec une puissance qui puisse nous donner des résultats. Donc, à 80%, ce qui n'a pas été le cas malheureusement pour nous, pour cette première étude. Donc, l'idée serait soit de viser une échantillon plus large, pour avoir beaucoup plus de personnes déjà à la base pour que la perdition des participants ne soit pas si impactante. Aussi, une autre idée qui on fait beaucoup en psycho, c'est de faire la distribution des groupes post-inscription. Du coup, on a une étudiante qui avait proposé une très bonne idée, que c'était de faire la distribution homogène depuis le début. La problématique avec cette perspective, c'est que si on fait la distribution des groupes avant de commencer l'étude, les risques de perdition sont beaucoup trop élevés.
tant qu'ici, on inscrit tout le monde et on est sûr de qui sont inscrits dans les programmes en général, on peut faire la distribution des groupes contrôle et groupes test par la suite, une fois qu'on sait qui sont ces personnes. Ça, c'est une partie importante. Ensuite, avoir plus de contacts avec les groupes contrôle, c'est une des stratégies qu'on a en ce moment. Avec les groupes contrôle, je les relance, je leur explique des nouveaux, je leur envoie les différents mails par rapport à tout ça. Et du coup, maintenant, ils comprennent qu'eux aussi sont concernés. Du coup, c'est différentes stratégies qu'on peut mettre en place et qu'on a déjà commencé à mettre en place pour pouvoir améliorer la puissance statistique déjà. Un autre apprentissage important, très important, c'est la qualité psychométrique des instruments des mesures. Du coup, tout à l'heure, tu me posais la question, est-ce qu'on peut partager les outils? On pourrait éventuellement partager les outils. Néanmoins, on s'est aperçu que la qualité psychométrique des outils choisis n'était pas peut-être optimale. Donc, pour l'échelle des bien-être, oui, les scores qu'on retrouve des cohérences internes de l'outil, elle est très bien. C'est une échelle qui a été déjà validée scientifiquement et publiée avec leur score psychométrique. Du coup, ça ne m'étonne pas que les résultats ont été positifs par rapport à cela. Après, l'échelle pour les climats des classes, tous les scores sont discutables. Donc, on n'arrive pas à un seuil dont on dit ça c'est acceptable, c'est une échelle qui est cohérente et qu'on peut continuer à utiliser sans problème. Du coup, il faudrait la revisiter ou revoir comment la faire fonctionner ou voir s'il y a d'autres échelles pertinentes qu'on peut réutiliser. Et par rapport à l'échelle des CPS, on retrouve aussi quelques problématiques au niveau de la cohérence des items. Donc, on a fait une étude factorielle, une analyse factorielle, qui c'est justement pour voir est-ce que les items, les questions proposées, ils se regroupent dans les 3 catégories ou les 4 catégories qui ont été proposées théoriquement dans les chapitres de Rebecca, dans les manuels de Santé publique France. Et malheureusement, quand on fait cette étude statistique, on se rend compte qu'il y a plusieurs questions qui ne correspondent pas ou qui ne se regroupent pas forcément dans la catégorie théorique initiale. Et donc, il faudrait revoir, est-ce qu'on les redistribue ailleurs? Est-ce qu'on modifie l'item en lui-même? Est-ce qu'on les enlève de questionnaire? Est-ce qu'on ne fait pas plutôt une étude pour dire que c'est un score global des CPS? C'est pour ça que ma proposition a été, OK, on regroupe tout et on dit que tout ça répond à une seule chose. Parce que quand on fait les analyses statistiques par la suite et on voit toutes les questions ensemble, on se rend compte qu'il existe un score des cohérences globales si on met tous les items sous une catégorie, la seule catégorie des CPS. Du coup, à revoir, c'est des histoires qu'on peut continuer à évoluer. Les chercheurs sont en train de faire plus d'études par rapport à cette échelle. Euh, Peut-être qu'elle sera à un moment publiée, on pourra avoir des analyses psychométriques beaucoup plus avancées. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais on envisage pourquoi pas de parler avec eux et de voir comment on peut le faire évoluer. Tu peux nous en dire un peu plus sur ce questionnaire? Qui est-ce qui l'a construit? Je sais pas je sais pas. Parce qu'on est en train oui, on pourrait le dire, c'est un questionnaire qui n'a pas encore été publié, mais qui a été utilisé dans le cadre de Santé publique France et qui a été présenté et puis qui, du coup, on essaie d'échanger avec les chercheurs concernés pour voir comment on fait par la suite. Est-ce qu'on se mêle? Et puis, au niveau Scolavi, on pourrait essayer de le faire évoluer ou si on le laisse de leur côté, c'est leur échec. Du coup, on ne veut pas non plus s'imposer ou imposer quelque chose à des collègues. Enfin, c'est pas mon rôle. Et puis, concernant l'effet plafond, on a vu que l'évolution des scores elle était insuffisante, mais on s'est dit c'est parce qu'on démarrait déjà d'un score très élevé. Du coup, peut-être rajouter d'autres indicateurs, d'autres questions, d'autres questionnaires dont on puisse avoir une discrimination plus élevée. Du coup, des outils, des items qui puissent vraiment être sensibles à l'évolution. Du coup, ça signifie qu'ici, en petite évolution, qu'on puisse l'observer avec ces types de questions. Parce que parfois, les questions sont un peu plus génériques, ce qui fait qu'on n'arrive pas à observer vraiment l'augmentation, même s'il y a eu une augmentation. Du coup, peut-être envisager d'autres outils ou d'autres items qui pourraient complémenter les protocoles actuels, ou puis ajouter ce qu'on appelle les échelles des mensonges. Du coup, c'est un peu moche de l'appeler comme ça, c'est une terminologie qu'on utilise, mais en vrai, c'est des échelles des désirabilités sociales. Donc, en psychosocial et en sociologie, les termes des désirabilités sociales, c'est un peu de l'hétérodupérie et de vouloir montrer quelque chose qu'on n'est pas, mais parce qu'on sait qu'on attend de moi quelque chose.
Donc, de se montrer d'un point de vue beaucoup plus positif, beaucoup plus socialement accepté. Ce qui fait que je réponds de façon beaucoup plus positive aux questions qui concernent justement les compétences psychosociales et tout ce qui est d'ordre psychosocial. On ne veut pas montrer que mon bien-être n'est pas optimal, on ne veut pas montrer que je n'ai pas des compétences sociales, etc. Donc forcément, je vais répondre de façon un peu plus positive qu'est la réalité. Et puis, depuis quelques années, enfin depuis beaucoup d'années, il y a pas mal de chercheurs qui ont travaillé sur ces sujets-là et ont créé des échelles de désirabilité sociale, des slash mensonges, pour essayer de voir si la personne qui répond, elle répond avec franchise ou s'il y a certains indicateurs qui nous disent que peut-être elle est en train de, peut-être pas mentir, mais en train de montrer une vision de soi-même qui est un peu plus embellie que la réalité. Et ce sont des échelles très rigolotes, mais qui posent des questions qui sont évidentes et qu'on peut poser dans nos questionnaires divers. J'ai déjà utilisé dans certaines études parce que vu que je travaille sur ce type de compétences, il y a beaucoup d'assurabilité sociale, c'est normal. Et on le fait pas exprès, on le fait tous. Et donc, c'est pas quelque chose à critiquer du côté des répondants, c'est juste on le fait d'habitude. Donc, voilà. Et on pose des questions, je sais pas, on a faim, il reste, s'il restait une seule part des gâteaux sur la table, est-ce que vous le prenez? Et la personne dit non, jamais. Et on sait que c'est pas vrai. Donc, on peut voir et comparer s'il est corrélé au résultat qu'il donne sur notre question. Où il y a des questions, j'ai jamais dit quelque chose de mal de notre personne. Et ce type de questions, en fait, à la fin, on fait un score et puis on corrèle avec les résultats. On nous fait voir si la personne elle est 100% honnête ou si un pourcentage à relativiser par rapport aux réponses. Donc ça, pourquoi pas, ça pourrait être une des solutions, mais bon, on réfléchit encore à comment améliorer le dispositif. Je parle beaucoup, je vois. Et en résumé, il n'y a pas d'épreuve d'efficacité formelle, mais des enseignements méthodologiques clés pour la suite. Donc, notamment optimiser les designs, augmenter la puissance statistique et puis améliorer la précision des mesures. Et tout ça pourrait nous aider en fait à avoir une meilleure étude par la suite. Et il y a juste une petite question qui a été posée dans le chat concernant l'attrition. Donc on demande si l'attrition était-elle globalement égale entre les deux groupes ou plus fréquente dans un des deux groupes. Un plus fréquent dans les groupes contrôle, oui. Mais on a calculé dans l'ensemble de l'échantillon parce que ça, on n'allait pas le faire par chaque groupe. Mais oui, oui, la perdition, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus élevée pour les groupes contrôle. C'est pour ça qu'on s'est focalisé pour cette nouvelle étude sur les groupes contrôle, comment on fait. Et donc, on vient de commencer cette année l'évaluation RCT. Du coup, jusqu'ici, on parlait que de groupes pilotes, du coup, les groupes qui ont été en formation 2024-2025. 2025-2026, on a recommencé une nouvelle étude. Donc, on n'a pas eu trop le temps, malheureusement, d'adapter et d'itérer les résultats du pilote pour les RCT, puisqu'on a dû commencer en même temps. Néanmoins, on modifie ce qu'on peut au cours de route. Et les résultats, ils sont ici. On a juste les résultats des réponses. On n'a rien analysé pour l'instant parce qu'on n'a pas encore de points de comparaison. On a 683 consentements qui ont été signés et 467 réponses. Donc, on voit déjà qu'il y a une petite perte entre les personnes qui disent oui, je veux participer et les personnes qui répondent finalement pour de vrai. Après, on n'a pas eu une grosse, grosse perte des participants contrôle, comme on peut voir. Donc, cette fois-ci, on s'acharnait sur le contrôle, le relancer beaucoup. Du coup, on a réussi quand même à avoir beaucoup plus des réponses que des consentements. Quoi. Du coup, ça, normalement, on ne devrait pas, mais c'est des consentements qui parfois sont signés de façon rapide ou qui nous disent oui et qui prennent un peu de temps à nous donner ces résultats. Après, on a deux consentements. On a un consentement aussi dans les questionnaires des réponses T0. Du coup, normalement, on a le consentement de tout le monde pour répondre au questionnaire. Jamais, si jamais. Après, au niveau test, il y a 500 consentements qui nous disent oui, mais on a 279 réponses au T0. Du coup, il y a des personnes qui, dans les groupes test, n'ont pas encore saisi qu'il fallait répondre absolument au T0. Au niveau des élèves, on a 8 écoles qui ont été sélectionnées, 8 écoles où il y avait plus des 10 participants à l'école qui allaient se former en formation, parce qu'on s'est dit s'il y a moins de 10 personnels de l'éducation, ça ne sert à rien que les élèves y participent, parce que voilà. Concernant les écoles testées, on a 6 qui ont été testées par nos soins et jusqu'à quelques mois. Il y a 2 qui sont
qui sont en cours. Ils sont compris en retard qu'ils pouvaient participer. Et du coup, on a décidé quand même les garder, parce que de toute façon, on n'est pas très, très en retard par rapport à la collecte initiale, et qui sont en train d'être en cours. Du coup, il faut que je recontacte les écoles justement pour avoir des nouvelles aujourd'hui, pour savoir où ils sont avec leur collecte des données. Donc, on a pas mal d'enfants qui ont été testés, ce qui est très chouette. Ça signifie qu'on va avoir quelques données qui pourront nous dire quelque chose par la suite. Les écoles sont Et en milieu urbain, milieu rural, est-ce que c'est varié? C'est varié. Il n'y a pas des écoles en zone rurale en tant que telles, mais des écoles qui sont quand même loin des grandes villes. Du coup, c'est des petites villes à côté d'Orléans, par exemple. On a un village qui est pas très loin, mais qui n'est pas dans le centre-ville. Il y a une école à Auxerre. Du coup, c'est très mignon, au milieu de la campagne, après. L'école, elle est dans la ville, mais c'est vraiment beaucoup plus loin qu'une école qui serait à Marseille, par exemple. Oui, bien C'est sûr. rien à voir. Et une école pas loin, enfin pas loin relativement, de Lyon, qui est aussi placée dans une zone pré-rurale. Donc oui, on a un peu un mélange de tout. Donc je vois que les temps avancent et qu'on n'a pas trop parlé de comment on évalue scientifiquement. Malheureusement, je suis désolée, les titres de colloque étaient vraiment comment on évalue. Et on n'a pas réussi à trop parler de ça, mais bon, je vais essayer de faire un petit résumé de tout ça. Du coup, comment on évalue scientifiquement un projet de ce type? La première chose, c'est vraiment d'identifier quels sont les objectifs de l'équipe qui fait l'intervention. Donc, quand il y a des équipes comme des assos ou des équipes scientifiques, parfois qui veulent créer des formations et par la suite ils veulent tester les formations chez les apprenants, l'idée c'est vraiment d'identifier à la base quels sont les objectifs. Et parfois on va discuter avec eux, parfois c'est des associations ou des organismes publics ou privés qui vont nous dire, ben, nous on voudrait savoir est-ce que la confiance en soi elle a été développée parce qu'on ne sait pas, non, 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 non. Du coup ils nous racontent un peu leur histoire, ce qu'ils veulent. Par la suite, ce qu'on va faire en tant que chercheur, quand on fait la recherche, on va essayer de traduire tous ces vocabulaires, ces envies, ces souhaits, ces objectifs en compétences. Du coup, OK, quelle est la compétence qui pourrait être liée à ces discours? Quand je dis que moi, je voudrais voir comment la confiance en soi est améliorée suite à notre dispositif, qu'est-ce qui existe dans la littérature scientifique au niveau des compétences qui pourrait faire écho à ça? Du coup, je pourrais dire, par exemple, l'estime de soi. La personne me parlait plutôt d'estime de soi. La confiance en soi n'est pas un construit psychologique, donc on va le mettre dans la case estime de soi. Par exemple, ça pourrait être aussi les sentiments d'efficacité personnelle, etc. Du coup, on essaie de traduire tout cela à des construits théoriques. Ensuite, ces construits théoriques, on va le opérationnaliser, c'est-à-dire on va essayer de transformer la compétence en quelque chose de mesurable. Ok, je me suis dit, dans l'exemple estime de soi, on va dire que cette confiance évoluée pour moi, c'est estime de soi. Dans les différentes théories, comment je peux opérationnaliser l'estime de soi, comment je peux mesurer l'estime de soi. Et du coup, on va retrouver par exemple l'échelle multidimensionnelle, on va se dire il y a multidimensions, il y a des théories qui parlent de l'estime de soi, pas comme un seul construit, mais comme un construit qui a différentes dimensions. Une fois que j'ai décidé que c'est ça les construits théoriques que je vais utiliser parce qu'il y a 4 dimensions différentes qui vont constituer l'estime de soi, je fais une nouvelle recherche scientifique pour essayer de voir quels sont les outils scientifiques qui ont été publiés dans des journaux scientifiques, validés scientifiquement, donc avec des qualités psychométriques importantes, qui m'indiquent que cet outil, il est cohérent et il est bon pour pouvoir mesurer la variable que j'ai choisie. Une fois que je trouve les bons outils ou les bons outils, je vais créer un protocole de recherche. Oui. À ce moment-là, une fois que je comprends quel est l'outil que je vais utiliser, je vais construire un protocole pour mesurer l'efficacité de cet outil ou de cette intervention ou bien vérifier la causalité si c'est possible. Parfois, il y a des études de corrélation, parfois des études de causalité. Ce qu'on essaye de voir à partir de cet outil-là. Ça, c'est la démarche scientifique, notamment en sociologie et en psychologie, en sciences de l'éducation également. Ce qui n'est pas le cas quand on fait une étude d'impact, du coup, au niveau des économistes, au niveau des collègues en économie, ils vont plutôt se focaliser d'abord sur les protocoles depuis le début et accompagner quelles vont être la chaîne des résultats attendus jusqu'à la fin. Ça, je peux l'expliquer juste après, dans les 5 minutes qui me restent. Et donc, on pourrait proposer, par exemple, un protocole avant-après. Donc, je vais mesurer un groupe, je veux faire la formation avec ces groupes, et puis par la suite, je veux voir est-ce qu'il y a eu une évolution, est-ce que ces petits grains s'est transformé en plante, en arbre. Et là, j'ai
une étude semi-expérimentale. Parce qu'il n'y a pas des groupes contrôle, mais il y a un groupe qui a quand même suivi une formation. Donc, j'ai des données avant-après. Comme je dis pour l'exemple, on trouvait des évolutions significatives dans notre groupe test. Du coup, on se dit, bon, il y a quand même une évolution. L'RCT, ou l'étude expérimentale, va comparer les deux. Du coup, on a deux petits grains qui commencent. Il y a un grain qui fait la formation et un autre qui ne fait rien en même temps. Et puis, par la suite, on compare comment ces deux arbres ont grandi. Est-ce que l'arbre qui a fait la formation a grandi avec plus de puissance que l'arbre qui n'a pas fait la formation? Ou est-ce que finalement, les deux, ils sont équivalents et donc il n'y a pas d'impact du dispositif? Donc, ça, c'est une étude expérimentale complexe. C'est l'étude qu'on est en train de mener en ce moment chez Scolavi. Voir si vraiment la formation a eu un impact ou pas. Et puis, pour finir, sciences et terrain, du coup, ce que j'aime beaucoup faire, parce que en plus de faire de l'enseignement et de la recherche au niveau universitaire, je me rapproche beaucoup des structures comme Scolavi et autres, qui sont dans les terrains, dans les concrets. Du coup, qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie? Et donc, en parallèle des études scientifiques niveau psychosocial et tout ça, bah, je me suis formée aussi aux études économiques. Donc, on a le point de vue aussi de la mesure d'impact. Du coup, comment on fait? Du coup, au niveau de la mesure d'impact, ce qu'on va faire, c'est que, ben, pareil que pour les côtés scientifiques psycho, on va identifier quelle est la question. Du coup, quel est le contexte théorique de l'association, quel est le contexte politique, social dans lequel il s'inscrit cette association, quels sont les objectifs de la structure, et puis on va produire ce qu'on appelle la théorie de changement. On va essayer de voir, en fait, quelles sont la chaîne des résultats qu'il faut suivre pour arriver à un résultat par la fin. Du coup, on dit, OK, si je livre la formation, est-ce que tout le monde suit la formation? S'ils suivent la formation, est-ce qu'ils mettent en place la formation? S'ils mettent en place la formation, quels sont les outcomes finaux que je pourrais attendre par des dispositifs? Donc, une fois qu'on a construit toute cette chaîne de résultats, des changements, on va à ces moments-là choisir les outils. Du coup, pour nous, en recherche scientifique, on va d'abord choisir un peu les outils en fonction de ce qu'ils veulent faire, et puis par la suite, on le met en place. Mais la première partie dans une étude d'impact, elle est très longue, parce qu'on va interroger toutes les parties prenantes, toutes les personnes qui font partie de l'association, et les possibles résultats par la suite. Et après, on choisit deux, trois différents outils, parfois des indicateurs pour pouvoir mesurer cela. Par la suite, on va passer à la collecte des données et des réponses. Et parfois, en fonction des réponses données, on va revenir à redesigner les outils parce qu'elles n'étaient pas pertinentes, parce que les questions n'arrivaient pas à répondre à ce type de questions, etc. Et puis, on redesign et on passe enfin à la nouvelle collecte des données et puis à l'analyse des données dont on va essayer de mettre en lien les résultats avec les stratégies, par exemple, de l'organisme ou avec des politiques publiques ou avec de la littérature scientifique. Du coup, ça, pour moi, c'est un mix science-terrain. Ce que j'aime beaucoup faire, c'est, OK, il y a la littérature scientifique d'un côté, mais puis comment on peut faire parler la littérature scientifique avec les politiques publiques du pays dans lequel elle est, ou si c'est dans l'Europe, etc. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et qu'est-ce qui nous dit aussi cette littérature-là? Et par la suite, on partage les résultats avec la communauté parce que l'idée, c'est que tout le monde puisse profiter de ces résultats et en faire quelque chose. Pour moi, l'intérêt de tout ça, en psycho ou en sciences, j'ai commencé à faire les liens entre mix données quantitatives avec des questionnaires validés scientifiquement, mais aussi des données qualitatives avec des discours. Et maintenant, je passe à l'étape suivante, je veux dire, donc, en plus de faire ces mix recherche quali et quanti, on ajoute aussi la perspective économique qui est très importante pour l'analyse d'impact. Donc, on peut avoir vraiment les ponts entre la recherche scientifique, les politiques publiques et les terrains. Donc, vraiment, on fait un pont entre ces trois points de développement. Et je pense que c'était ma dernière slide. Désolée, j'ai pris tout le temps. Non, non, c'était le Merci but. beaucoup, Et Magali. C'était très très clair et très riche. En plus, on a pris le temps de poser des questions au fur et à mesure. Donc, je ne sais pas s'il reste des questions, vous pouvez rapidement les mettre dans le chat ou prendre la parole. Moi, je voulais surtout vous remercier toutes les trois. C'était vraiment très riche et je pense que ça fait bien le lien aussi avec les questions plus théoriques qu'on a pu poser jusqu'à présent.
Et le temps que vous réfléchissiez à d'éventuelles questions, j'en profite pour annoncer que la semaine prochaine, on va voyager parce qu'on part au Japon et on va travailler sur la question des apprentissages intra- et interspécifiques dans les écoles alternatives en favorisant le contact avec les non-humains et dans le Japon contemporain. Donc c'est une école japonaise où Gaëlle Rejjal, qui est une doctorante à l'EHESS, effectue son terrain. Et peut-être que là, on va se trouver dans ce que tu qualifiais, Maca, tout à l'heure, on met tout dans la catégorie des CPS, parce que pour moi, cette question de réfléchir à nos relations avec le monde qui nous environne en n'étant pas uniquement anthropocentré, c'est une question très importante. Pour moi, ça fait partie des CPS. Et un des reproches que j'adresserai peut-être aux CPS telles qu'elles sont catégorisées par Santé publique France, c'est que c'est complètement anthropocentré. Donc voilà, mais on pourrait discuter et se demander si on n'est pas en train de partir dans d'autres domaines. Et ça fait partie des questions qu'on posera certainement la semaine prochaine. En tout cas, vous êtes très bienvenus si vous avez le temps pour vous joindre à nous. Je vois que dans le chat, il n'y a pas de nouvelles questions. Non, ben merci beaucoup. Bah, merci à toutes les trois, c'était vraiment super. Et puis à très bientôt. Voilà. Puis si Merci vous voulez beaucoup. nous retrouver, hein, parce que là, on n'a peut-être pas eu le temps ou la rétroaction à chaud, ça peut être un petit peu difficile parfois. Donc, vous savez où nous trouver. Voilà, vous allez sur le site et on pourra vous aider ou vous accompagner ou répondre à des questions ou avoir vos retours, voilà, pour continuer de nourrir cette démarche continue d'amélioration, en tout cas. Voilà. Merci beaucoup. À très Merci beaucoup. bientôt. Merci à vous, à bientôt.